Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi 30 décembre. Air France doit-elle renoncer à équiper ses avions du Wi-Fi d'Elon Musk? C'est ce que suggère une députée européenne, elle s'appelle Aurore Lalucq. Elle dénonce le choix de la compagnie nationale, elle le fait savoir sur les réseaux, elle est en colère, elle veut du patriotisme européen. Bah oui, c'est bien beau ça le patriotisme, et si Air France avait juste choisi le meilleur service pour ses passagers, parce que la compagnie a juste l'intention d'offrir un Wi-Fi qui soit équivalent à notre Wi-Fi à la maison. Et un bon streaming, ça se paye. Et malheureusement, pour le moment, il faut aller voir Elon Musk. Alors, on en parlera tout à l'heure avec nos intervenants du jour. Et on a un plateau de choix. On sera avec l'ancien conseiller relations presse à Matignon et ex-député des Yvelines, Bruno Millienne. Bonjour Bruno. Le politologue et ancien conseiller ministériel Brice Sokol. Bonjour. Le député RN Thierry Pérez, il est avec nous. On fera appel à votre passé de chef d'entreprise aussi, en plus de la casquette politique. Bonjour Thierry Pérez. Et puis Baptiste Ménard, adjoint à la mairie de Mons-en-Barœul dans le Nord, membre du bureau national du Parti Socialiste, c'est ça? Alors plus au bureau national, mais au Conseil national. Oh d'accord, c'est toujours compliqué au Parti Socialiste. On est dans les instances. Bon, 10h45, ce sera l'heure de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Je sais que vous avez des petites pépites à nous faire partager. On se demandera ensuite, et là vous pouvez nous appeler tout de suite au 0826 300 300. On se demandera comment les municipalités vont pouvoir relever le défi de la parité, liste des municipales, que faire face à un retard, parce que ça fait quelques années que ça existe. Est-ce que vous saviez que les services de Bercy ont de plus en plus recours à ce que l'on appelle pudiquement des aviseurs fiscaux? Bah oui, ça c'est de la com, faut bien trouver un joli nom, un joli mot, mais ça marche. Alors on en débattra aussi avec nos invités. Et puis midi, c'est l'heure des deux actus, deux invités. Le dispositif annoncé par le ministre de l'Intérieur répond-il aux besoins de la nuit de la Saint-Sylvestre? On sera avec Axel Ronde du CFTC Police. On s'intéressera à midi et quart également au dossier de l'A69, journée cruciale aujourd'hui. Et puis à partir de midi et demi, c'est l'instant magazine avec Jeanne Bourreau qui scrute nos mots. Et ça, c'est succulent. Moi, je l'ai eu au téléphone hier. On a échangé sur le sens de nos mots. C'est une styliste du langage, une historienne des mots. Elle sera là avec nous à midi et demi. Mais évidemment, on va commencer par un bon coup de gueule. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Oui, je voulais qu'on fasse un rapide tour de table avec vous tous sur ce qui est arrivé, rapide ou pas rapide d'ailleurs, vous prenez le temps que vous voulez, ce qui est arrivé à cet agriculteur braqué par un policier samedi soir alors que les membres de la coordination rurale venaient de déverser du lisier devant les locaux de nos confrères de la Dépêche du Midi. Évidemment, quand on regarde l'image, elle est choquante, elle est très choquante. Un policier qui braque un agriculteur. Quand on sait ce que traverse cette profession, à quel point ils sont en proie à beaucoup de difficultés, d'angoisse, moi ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal. Alors j'ai envie de dire soutien total, quoi qu'il ait pu faire. Et en même temps, évidemment, on peut pas tout à fait dire ça, parce qu'il y a des règles, évidemment. Mais on se sent de tout cœur avec lui. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Qui veut commencer autour de la table? Monsieur Sokol. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas vu les images en toute franchise, ouais. Mais je me souviens, le déclencheur, un des déclencheurs de la crise agricole qu'on a vécu il y a quelques semaines, c'était les forces de l'ordre qui rentraient dans une ferme, dans l'Ariège, pour s'opposer à des agriculteurs qui, eux, considéraient qu'en fait, abattre un troupeau, c'était discutable. Vous voulez dire qu'on est peut-être là à un instant de bascule, que c'est une image symbole? C'est une image symbole. Ouais. Vous vous souvenez, ça a été une image symbole. Et ce que vous décrivez est aussi une image symbole. C'est-à-dire que les agriculteurs, face à la police, je pense que le mot d'ordre était plutôt d'apaiser, était plutôt d'essayer de comprendre. Ouais. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur dans un deuxième temps. Ils étaient plutôt sur ce registre-là. Sur ce registre-là. Et je peux comprendre que pour un citoyen ordinaire, ça peut paraître assez choquant. Bruno Millienne, vous qui avez été conseiller de presse à Matignon et qui connaissez bien les arcanes du pouvoir, est-ce que ça signifie que le pouvoir commence à avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui? Vous diriez ça? Est-ce que c'est une image symbole aussi? Non, je dirais pas que le pouvoir a peur. Bon, la crise agricole, elle date pas d'hier. Elle revient année après année, et pour des raisons
tout à fait légitime de la part des agriculteurs, parce que c'est pas seulement l'histoire de la dermatose, on sait bien que leurs difficultés, les surnormes sur les agriculteurs. Là, je pense que c'est plutôt... c'est pas un seul policier en plus qui a braqué, c'est un policier et 2 CRS. Ils ont eu le même réflexe, les 3 en même temps. Donc ça me pose question, c'est que les 3 ont interprété le mouvement de ce tracteur de la même façon et se sont sentis en danger. Donc je plaiderais plus pour une mauvaise compréhension entre l'intention de l'agriculteur et la perception des policiers que sur un acte absolument volontaire de menace vis-à-vis d'un agriculteur. D'ailleurs, on vient d'apprendre ce matin que le parquet d'Auch ne saisira pas l'IGPN, la police des polices, après l'action des agriculteurs gersois. Bon, peut-être qu'il y a une volonté d'apaisement. Je suis pas sûr que ça contente la communauté des agriculteurs quand même, qui aurait probablement bien aimé avoir les fruits d'une enquête et qu'on en sache un petit peu plus sur les motivations. Franchement, loin de moi l'idée de critiquer la police, c'est pas... mais c'est choquant, c'est choquant. Écoutez, je n'ai pas vu les images. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de souffrance chez nos agriculteurs, qu'il y a beaucoup de craintes. D'abord, dans l'exercice de leur profession au quotidien, on voit que beaucoup d'entre eux disent à leurs enfants de faire autre chose, et c'est une meurtrissure parce qu'on sait qu'ils sont attachés au travail qu'ils fournissent. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au Mercosur, par rapport là à la maladie qui se propage quand même très vite, et face à laquelle le gouvernement a pris aussi un peu de temps pour réagir. Et puis il y a aussi beaucoup de souffrance, vous l'avez évoqué, sur les contraintes qui pèsent sur eux. Donc moi, spontanément, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment que nous soyons à leur écoute, que nous puissions faire des propositions qui répondent aux défis auxquels ils sont confrontés, mais je ne voudrais pas non plus tomber dans le discours anti-police, puisque je sais que eux aussi sont beaucoup éprouvés, malheureusement, et on le sait bien, nous sommes à la veille du soir du Nouvel An, donc nous savons que nous avons besoin qu'ils puissent assurer la tranquillité publique et l'ordre public, le respect de l'ordre public. Donc voilà, j'ai pas vu les images. Mais franchement, quand on regarde les images, Baptiste Ménard, moi j'ai le sentiment d'une grande fébrilité. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. On a un sentiment de fébrilité des deux côtés. Thierry Pérez, député Rassemblement National de la 10e circonscription de l'Isère, évidemment vous êtes forcément sur le terrain toutes les semaines. Cette fébrilité-là, vous la sentez vous aussi dans cet échange? Alors les images sont furtives, on voit un policier braqué, et c'est choquant parce que c'est une arme et qu'il n'est pas en danger. Enfin, on sent pas qu'il soit en danger à ce moment-là. Et puis de l'autre côté, forcément, on a du cœur pour ces agriculteurs qui, on l'a dit, traversent une période extrêmement compliquée. Alors effectivement, vous l'avez dit, ça a été souligné, ce sont des images évidemment choquantes. Il faut effectivement savoir que les agriculteurs que je rencontre assez souvent dans ma circonscription, surtout ces dernières semaines, ces derniers mois, les agriculteurs sont à bout. Ils vivent une situation extrêmement complexe. La dermatose nodulaire est venue se rajouter à un ensemble de sujets et de dossiers qui perturbent énormément le monde agricole. Et je pense notamment au Mercosur, où on a un louvoiement présidentiel et européen là-dessus qui est absolument insupportable, parce que on va le signer, on va pas le signer, on le signera pas en l'état, et puis on va peut-être le signer en janvier. Enfin, je veux dire, on prend un peu les agriculteurs quand même pour des moins que rien. Je vais dire ça, alors qu'ils nous nourrissent. On joue avec leur nerf en tous les cas. Ils nous nourrissent. Alors après, pour revenir à cette image que j'ai effectivement vue en capture, donc en image fixe. La question, c'est est-ce que c'est une initiative personnelle de ces policiers? Est-ce que ça répondait à des ordres? C'est, à mon avis, une bonne question. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un sentiment de peur? Je pense qu'un tracteur qui avance, c'est impressionnant. Alors, les policiers sont aussi un peu à bout, comme ça a été dit à juste titre. Voilà. Donc, la procureure ce sont des images qu'on n'a pas envie de revoir. Oui, qu'on n'a pas envie de revoir. Et moi, je retiens ce que nous dit Brice Sokol aussi. Ce sont des images symboliques, et parfois, une image comme celle-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, elle suffit à faire basculer les choses. Alors, je suis pas en train de dire que les choses vont basculer, mais ce que je veux dire, c'est attention à ce genre de réaction. Parfois, faire attention aux images et à ces symboles qui restent dans l'esprit collectif et dans l'inconscient collectif des Français. J'appelle ça un peu le symbole de la
la place Tiananmen, quoi. Oui. À un moment où le Premier ministre, justement, joue l'apaisement, joue le dialogue pour essayer de trouver des solutions à la crise agricole. Je pense que ces images-là viennent remettre une pièce dans la machine et quelle que soit la nature, les raisons pour lesquelles les policiers ils ont peut-être eu peur, c'est peut-être un réflexe individuel. Mais en tout cas, ces images-là, symboliquement, je pense que n'apaisent pas le monde agricole. Non, bah c'est sûr. Alors la procureure d'Auch, Clémence Meyer, on l'a appris là ces dernières heures. Elle explique que la sortie d'armes s'est effectuée dans un cadre légal, hein, ce sont ses termes. Elle ajoute qu'elle n'ouvrira pas d'enquête sur ce dossier, mais bon, elle a Et là, je trouve que bon, c'est très gênant. Dans le même temps, elle lance des investigations suite aux mobilisations des agriculteurs. Donc, enfin, là aussi, attention. Enfin, je veux dire, encore une fois, je veux pas me substituer à la justice et j'imagine que, évidemment, elle prend ses décisions en conscience et on respecte tout à fait ça. Mais là aussi, il y a des symboliques sur lorsqu'on est dans le froid, dans la difficulté, sur des piquets de grève, puisqu'on le sait, il y a des rassemblements aujourd'hui. Il y a un nouveau rassemblement du côté de Carcassonne. Les agriculteurs sont mobilisés, restent mobilisés, et c'est gênant. C'est gênant de voir cette image. C'est gênant aussi de voir derrière une réaction qui peut être comprise comme une réaction un peu à la tête du client, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on va pas enquêter sur les policiers, mais de l'autre, il va y avoir une enquête sur les agriculteurs. C'est vrai qu'il y a eu dégradation en Réunion à l'occasion d'une manifestation. Voilà, c'est le terme qui est utilisé. Je crois qu'on est en lien avec en ligne avec justement un agriculteur, j'ai envie de dire un agriculteur citoyen, quelqu'un qui lui vit dans sa chair ce qui se passe. Vous êtes là, vous êtes avec nous, Philippe, hein, c'est ça? Oui, allô. Philippe, écoutez, on vous écoute, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio et on est en train de réagir à cette image extrêmement choquante. Vous, comment vous avez réagi lorsque vous avez vu ça? Bonjour Sud Radio, bonjour Jacques. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu cette image, si vous l'avez vue ou si la communauté des agriculteurs vous a transmis les photos, j'imagine? Oui, merci de nous donner la parole. Comment peut-on ne pas la voir, parce que ça a diffusé partout. Ouais. Mon avis là-dessus, c'est très dommage parce qu'on est en train de rajouter encore une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, d'apaiser, que tout le monde apaise la situation, on est en train de l'enflammer. Et c'est quand même pas bon. C'est pas bon parce que y a eu un petit arrêt pendant les fêtes pour que tout le monde revienne voir leur famille. Et je crois que ça va redémarrer de plus belle parce qu'il y a le Mercosur qui arrive. Et je crois que c'est ça que les agriculteurs ont vraiment dans la ligne de mire. Et je pense que cet acte qu'il y a eu n'est vraiment pas bon parce que c'est des gens, même s'ils sont impressionnants avec un tracteur devant, ils n'avaient aucune intention d'écraser. Or, au contraire, que dans cette semaine, on a vu encore des choses, des gens qui voudraient écraser les policiers, on leur a rien fait. Et on leur a rien fait, et que des agriculteurs qui sont là pour nourrir le monde, nourrir la France, on les traite plus bas que terre. Et je pense qu'il ne fallait pas rajouter encore cette huile sur le feu, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment avoir du dialogue et de la concertation entre tout ça, non pas se monter les uns contre les autres, quoi. Parce qu'on n'en sortira pas, sinon on n'en sortira pas, quoi. Merci voilà. Philippe pour ce beau témoignage et cette volonté d'apaisement. Vos collègues, j'en suis sûr, vous ont entendu et on le disait, hein, il y a à nouveau des rassemblements dans le sud de la France et autour de Carcassonne, je crois. Merci pour ce message d'apaisement et cette volonté aussi de faire en sorte que le dialogue prenne le dessus et qu'il n'y ait pas de surréaction à l'égard de cette image. Mais on voulait en parler parce que cette image, elle est encore une fois, elle est choquante et elle est symbolique. On se retrouve dans une seconde. Sud Radio. Pas long. Et l'on est de retour ici dans le studio de Sud Radio. On vient d'apprendre une bonne nouvelle. La 69, la justice administrative autorise la poursuite du chantier. Voilà, je voulais partager cette information avec vous. Alors tout à l'heure à 12h15, on sera avec un maire qui est concerné et qui, j'imagine, forcément est soulagé. Alors je crois savoir que c'est
Bon, c'est pas forcément la fin de l'histoire parce qu'il y a quand même d'autres procédures qui sont en route. Peut-être que je peux vous demander une rapide réaction à vous qui êtes autour de la table. Thierry Pérez, est-ce que le bon sens l'a emporté avec cette décision de la Cour d'appel, donc de la justice administrative, qui autorise la poursuite de ce chantier? On rappelle que ce chantier, il avait été suspendu, et puis il y a eu deux décisions contraires ces derniers mois, et on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Oui, comme vous le dites, c'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour désenclaver un certain nombre de villes et de villages dans ce département, dans cette région. Maintenant, je pense que toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Donc, à mon avis, ça va pas se faire si facilement que ça, ni si rapidement que ça. Bon, écoutez, on suivra parce que ça fait partie des dossiers qu'on suit évidemment avec beaucoup d'attention. Bruno Millienne, ancien député MoDem des Yvelines, un mot peut-être sur ce feuilleton à rebondissement. Donc là, la justice autorise la reprise du chantier. On verra tout à l'heure dans le détail avec notre invité à 12h15, mais je crois que les machines vont pouvoir reprendre le chemin de l'autoroute et poursuivre la construction. Il y a 50 kilomètres qui ont déjà été construits, mais on est loin, effectivement, on est loin de la fin de l'histoire, encore, Bruno. Oui, ça pose le problème sur les recours sur ces grands travaux que peuvent engager des associations, et elles ont parfaitement le droit de le faire, mais tous ces recours devraient être épuisés dans la logique, dans le bon sens, c'est-à-dire devraient être épuisés avant qu'on puisse commencer les travaux. Là, les travaux ont commencé, vous l'avez dit, il y a 50 kilomètres qui ont été faits, il y a de l'argent qui a été engagé, ça participe au désenclavement de ce territoire. Absolument. Ils ont été engagés, il faut le faire. S'il avait fallu interdire la 69, il aurait fallu le faire dès le départ et qu'il n'y ait pas possibilité qu'on puisse commencer les travaux. C'est le problème de notre justice qui fonctionne avec des vitesses différentes et qui peut entraver des grands travaux alors qu'ils sont peut-être même nécessaires pour un territoire. Je crois que là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Bruno Millienne, c'est franchement, là, il y a consensus sur le fait que il n'y a pas de problème pour les recours. C'est normal, c'est la démocratie. Chacun doit pouvoir exercer son recours, mais on a tous été surpris que les recours puissent avoir un aboutissement, je dirais, judiciaire, alors que les travaux avaient commencé, Baptiste Ménard. Oui, moi je rejoins totalement ce qu'a dit Monsieur Millienne. Il faudrait quand même que les recours qui sont légitimes aient lieu a priori. Là, nous nous serions retrouvés dans une situation où on a 50 km de route de réaliser, où nous avons des emplois qui sont menacés, puisqu'il y a des gens qui ont commencé un travail qui est suspendu pour une période qui est toujours un peu difficile à déterminer avant la reprise. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je sais que la présidente de région, Carole Delga, y était très attachée parce que, effectivement, on se met assez rarement à la place des citoyens qui se trouvent dans ces territoires-là et qui sont complètement enclavés, alors qu'ils sont et donc ça va permettre en fait de fluidifier aussi les déplacements en fait vers la métropole et vers Toulouse. Je pense que c'est une bonne chose et que c'est très bien qu'effectivement les choses puissent reprendre. Maintenant, j'avoue que je ne sais pas combien d'autres recours sont encore en attente. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres recours sur des portions plus petites et non pas qui portent sur l'entièreté. Voilà, il y avait un sujet aussi sur ça. Voilà, il y a plusieurs recours qui ont été déposés sur des petites parties, des petites portions. Donc, et oui, le feuilleton va continuer. Alors, on a la chance autour de la table d'avoir Brice Sokol, qui est spécialiste des territoires, puisque vous avez travaillé, Brice, dans plusieurs ministères, logement, emploi, cohésion sociale, écologie, développement, aménagement durable. Vous rejoignez, j'imagine, cette idée. Absolument. Je rejoins l'ensemble de ce qui a été dit. Enfin, il faut que les voies de recours soient faites vraiment avant la réalisation des projets. Sur ce projet-là, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 95% des ouvrages d'art qui sont réalisés, 85% du terrassement. Je veux dire, voilà, on peut pas arrêter un c'est l'histoire du pont qui serait pas terminée et qu'on laisserait comme ça. Il existe dans l'est de la France. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est un sujet d'aménagement du territoire et c'est aussi un sujet d'investissement public. Avant, on avait la DATAR. Voilà, avant, on pouvait planifier, on pouvait structurer. Aujourd'hui, quels sont les grands investissements structurants engagés par les gouvernements successifs depuis 10 ans dans ce pays? Il n'y en a pas. On a arrêté Notre-Dame-des-Landes. On a le canal Seine-Nord. Oui, nous attendons toujours, nous. Qui est toujours en attente. On a cette autoroute. On a évidemment des projets dans l'industrie nucléaire. Mais en termes d'infrastructure,
ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'on manque de perspective, vous pensez ? Qu'on manque de perspective, qu'on manque de vision. Et je pense que le rôle de l'État, si l'État a encore du pouvoir dans ce pays, le rôle de l'État, c'est de prévoir, d'anticiper, d'être visionnaire. Avec les présidents de région, quand même, parce que ce sont eux aussi qui connaissent la réalité du territoire. Bien sûr, avec les élus locaux. Mais je pense qu'il manque aujourd'hui cette coordination, cette vision nationale de l'État planificateur, en cohérence et en coordination avec les élus locaux sur des grands projets structurants. Souvent d'ailleurs les élus locaux sont l'arme au pied. Enfin, moi, vous avez évoqué la question du canal Seine-Nord-Europe. Moi, dans ma région des Hauts-de-France, c'est un projet structurant qui est attendu par évidemment les élus locaux, mais surtout par la population, par les entreprises, qui fait sens, y compris dans la dynamique écologique. Et nous sommes l'arme au pied parce que nous attendons. Voilà. Donc c'est vrai que ce serait pertinent, et peut-être que ce sera aussi un des débats de l'élection présidentielle de 2027, mais d'avoir le retour à un État stratège. Et dès lors que vous auriez une majorité claire à l'Assemblée nationale et au Parlement, nous pourrions faire en sorte que nos élus et les majorités puissent effectivement dessiner des perspectives à 10 ans, à 15 ans. C'est ce dont nous manquons cruellement, et sinon nous sommes toujours pris dans l'immédiateté, et c'est ce qui ne permet pas au territoire de se développer convenablement. Thierry Pérez. Oui, je compare ça dans mon département, dans ma circonscription même, le fameux Lyon-Turin, le projet Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, il a été envisagé dans les années 90 à peu près, donc ça fait 35 ans. On en est encore aujourd'hui à se dire, alors a priori ça va se faire, mais on en est quand même quasiment à se dire, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas ? Sachant qu'il y a déjà 8 milliards qui ont été engagés, sachant que l'Italie nous presse en disant, attendez, nous on fait le job, faites le vôtre. Là, encore une fois, c'est on a des démarches qui ont les sens, c'est des démarches et des dépenses qui ont commencé. Oui. Moi, c'est ça enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on commence par le chantier. C'est de l'argent public. Mais les gens, c'est ce qu'ils se disent. C'est l'histoire du pont qui est à moitié construit. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on le termine. Oui. Et puis, il y a un autre. Pardonnez-moi de vous couper, mais il y a un autre sujet quand même là-dessus, c'est que quand on a imaginé Lyon-Turin il y a 35 ans, on avait dimensionné les flux commerciaux entre la France, l'Italie, enfin ça fait pas, on dit Lyon-Turin, mais c'est Espagne jusqu'en Roumanie. On l'avait dimensionné à l'époque avec les chiffres dont on disposait, mais les choses ont changé. 35 ans, le commerce n'est plus le même. Donc là aussi, la lenteur d'exécution de ces projets donne du grain à moudre aux opposants qui disent mais attendez, ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été la situation d'aujourd'hui n'est pas celle il y a 35 ans. Et en plus, il ne sera pas en service peut-être avant au moins 10 ans. On reviendra sur le chantier de l'A69 tout à l'heure avec Bernard Carayon. C'est le maire LR de Lavore dans le Tarn. Il est ancien député. J'imagine que évidemment il est soulagé avec cette décision de la Cour d'appel du tribunal administratif. Donc maintenant, qui stipule que le chantier va pouvoir reprendre, en tous les cas, début 26. Voilà, on va faire repartir les machines et le chantier va reprendre et on espère qu'il ira jusqu'au bout. On va aborder un nouveau thème dans les débats de Sud Radio. Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Faut-il privilégier nos marques européennes ? Qui peut dire non ? Évidemment qu'on a envie de privilégier nos marques européennes. Alors après la polémique née sur le réseau X ex-Twitter, Air France aurait-elle dû faire appel à Eutelstat et non à Starlink pour équiper ses avions de Wi-Fi ? C'est l'opinion d'Aurore Lalucq, elle est députée européenne, Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Elle s'est dit scandalisée par la décision d'Air France. Elle a vivement réagi ensuite à une suite de tweets que vous pouvez retrouver sur cette plateforme. Son premier tweet, c'est... Elle reprend en fait la publicité d'Air France. Air France explique que elle équipe ses avions. Elle veut pas être en retard parce qu'il y a des compagnies américaines qui ont déjà commencé à équiper leurs avions de Wi-Fi. Et là, attention, hein, on parle plus du Wi-Fi ou avec le petit mail qu'on envoie juste avant la boisson. Non, c'est pas ça. Là, maintenant, on passe en mode streaming total. C'est-à-dire que vous êtes sur votre ordinateur, vous passez 7 heures ou 8 heures dans un avion et vous avez un Wi-Fi de très haute qualité. Eh bien, elle a réagi à cette publicité d'Air France et elle dit « Starlink, c'est une blague, point d'interrogation ». Alors, c'est un peu mon coup de gueule, je vais vous dire pourquoi. Parce que elle est pleine de bons sentiments, Aurore Lalucq, mais s'offusquer du fait qu'Air France n'équipe pas ses avions m'inspire plusieurs réflexions. D'abord, la première, c'est que
Elle est présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires et je doute qu'elle n'ait pas été au courant de cette décision qui a quand même été prise il y a un bon moment. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle veut ? Or, la Luc, moi je lui pose la question et d'ailleurs on a essayé de la joindre. Hier, on lui a demandé de venir. Elle nous a expliqué qu'elle était dans un train ce matin et que donc elle pouvait pas intervenir. Bon, on l'a rappelé après en lui disant on enregistre la réaction et finalement elle a pas non plus voulu intervenir. Bon, elle veut que les passagers désertent les avions d'Air France parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ça la problématique en fait. C'est-à-dire que là on rentre dans une nouvelle ère. Air France va être en concurrence avec d'autres compagnies aériennes et l'argument du Wi-Fi, il va être très solide. Donc si le Wi-Fi n'est pas très performant, c'est un problème pour Air France. Et je pense que en fait ils se disent qu'ils veulent le meilleur. Et puis le troisième point. Bon, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est peut-être un peu perfide de ma part, mais je me demande s'il n'y a pas un côté, c'est le méchant Elon Musk qui a juste créé le meilleur système de la planète avec Starlink. Mais voilà, et d'ailleurs, nouveau tweet, quelques minutes plus tard, Or la Luc dit... Ah ben voilà, depuis quelques minutes, j'arrête pas de me prendre tous les pro-Trump, les pro-Milei et les pro-Poutine. Non mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui prennent la défense d'Air France en disant oui, il fallait faire les bons investissements, oui, mais évidemment que tout le monde a envie d'acheter européen. Ça fait plus l'ombre d'un doute, ça. C'est vieux comme discours, c'est déjà dépassé. Sauf que là, aujourd'hui, Starlink, c'est juste le meilleur système. Qui veut commencer autour de la table? Quand même, peut-être, je voudrais bien être l'avocat je n'en attendais pas moins de vous. Parce que, c'est bien, mon cher Baptiste Ménard, je suis au rendez-vous. Membre du Parti Socialiste. Non, mais quand même, on peut s'interroger sur... on peut pas... Je pense qu'il y a quand même une incohérence. C'est que d'un côté, nous passons notre temps à dire qu'il faut développer la souveraineté européenne, qu'il faut prendre garde quelque part aux ingérences étrangères. Ouais. Et de l'autre, il faudrait se satisfaire du choix qui a été fait par Air France. Je ne dis pas que ce choix, il n'est pas contraint par un certain nombre d'éléments que vous avez rappelés pour être concurrentiel, pour satisfaire, j'allais dire, les attentes et les demandes des clients, et des passagers, je l'entends. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est un bon moyen de s'interroger et de se dire comment nous pouvons faire en sorte demain d'avoir nos industries, d'avoir effectivement notre savoir-faire européen qui soit celui qui soit le mieux placé pour acquérir de telles choses. Cela demande, effectivement, on l'a évoqué sur le sujet précédent, des politiques d'anticipation, des politiques d'investissement, des politiques de planification. Non mais, je veux dire, sinon, à ce moment-là, on attend, et puis c'est dormez bien, brave le gens, et puis voilà. Le politique, il doit aussi prendre en compte la réalité du moment. La réalité d'une industrie aujourd'hui, c'est de prendre la décision au moment T. Pardon, mais au moment où Air France prend cette décision, Eutelstat n'est pas dans la course, parce que c'est ça, je ne l'ai pas dit, mais le concurrent, c'est Eutelstat. C'est ça le sujet. Bruno Millienne. C'est pas les mêmes destinations, encore une fois, puisque le slogan de Sud Radio s'appelle « Parlons vrai, on va parler vrai ». Absolument, et sans se couper la parole. Voilà, et sans se couper la parole, ce qui est quand même appréciable. Les programmes européens, genre Galileo, par exemple, qui devait être le concurrent de Starlink, ont été considérablement freinés par la mésentente en Europe des différents partenaires d'Ariane. Donc il y a tout ce contexte qui rentre en ligne de compte. C'est pas notre savoir-faire qui est remis en cause. C'est la lenteur de prise de décision, c'est ce manque de cohésion au niveau des pays européens pour lancer des programmes d'envergure. Elon Musk, il a aucun problème. Il est soutenu par l'État américain et en plus, il est le seul patron de son entreprise et de Starlink. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais Aurore Lalucq n'y connaît rien en Wi-Fi aérien. Parce que Eutelsat n'est pas fait pour le Wi-Fi grand public. Eutelsat est fait pour le commerce, pour les échanges commerciaux, pour des grandes entreprises, pour des avions d'affaires, mais absolument pas pour le grand public, ce qui est Starlink, qui a l'avantage justement d'avoir cette constellation qui est à 500-600 km d'altitude et qui permet d'avoir un haut débit comme vous avez chez vous. Et que recherchent les gens dans les avions quand ils vont faire 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures de vol? C'est de pouvoir continuer à bosser pour certains, pouvoir regarder des films pour d'autres, sans être coupé par une connexion qui n'est pas bonne. Là, vous avez la connexion Wi-Fi que vous avez chez vous. Et moi, je suis Air France. Je choisis Starlink, non pas par choix personnel, parce qu'il n'y a personne d'autre sur le marché qui est capable de rivaliser avec la société d'Elon Musk. On peut le regretter, mais que l'Europe se regarde sur ce qu'elle a fait de tous les programmes
type Galileo, de tous les programmes de lancement d'Ariane. Est-ce que vous savez, et j'en terminerai là-dessus, est-ce que vous savez que le modèle de lancement des fusées, parce que j'ai travaillé pour le groupe Espace à l'Assemblée, donc ça m'a choqué, le programme de lancement sont sponsorisés par tous les pays, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis. Vous allez me dire, mais les États-Unis, il y a la société d'Elon Musk. Mais Elon Musk récupère les contrats que la NASA ne peut plus honorer. Exactement. Donc ils sont subventionnés. Le modèle, c'est 75% d'argent public, 25% de vols commerciaux. Enfin, de vols commerciaux, d'envoi de satellites commerciaux. Eh bien, en Europe, c'est l'inverse. 75% de privé, 25% de commandes institutionnelles. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Et vous l'avez très bien précisé. Il y a aussi une dimension technique. On va pas rentrer dans le détail, mais pour que le grand public comprenne, Starlink a au moins un train d'avance sur l'envoi de satellites qui sont des satellites adaptés au Wi-Fi, c'est-à-dire des satellites bas, qui sont très bas en réalité, voilà, qui sont à entre 500 et 1500, je crois. Voilà, et donc voilà, et Eutelstat est parti après dans la course là-dessus, Brice. Moi, j'ai envie de dire sur ce dossier, ça tombe mal, mais Air France n'avait pas le choix. C'est ça. Pourquoi ça tombe mal ? Parce que Airbus, Thales et l'italien Leonardo viennent de s'unir justement pour construire ensemble des petits satellites comme le fait Elon Musk avec Starlink. Ça a été signé au mois de novembre dernier pour un chiffre d'affaires attendu de 6,5 milliards d'euros. Donc on se réveille encore une fois à l'échelle européenne. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est très bien. Minel, c'est très bien, mais on se réveille 10 ans trop tard. Voilà. Non, mais en tous les cas, c'est pas la peine de jouer les offusqués. C'est-à-dire que Aurore Lalucq, elle peut pas dire comment, mais enfin, c'est incroyable. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Enfin, tous les parlementaires européens connaissent ce sujet-là. Voilà. Monsieur Minel vient de le rappeler. Deuxièmement, il y a un autre sujet, c'est que Elon Musk vient de racheter aux États-Unis pour à peu près 1,7 milliard d'euros un opérateur de téléphonie. C'est-à-dire que demain, Starlink va venir concurrencer les opérateurs mobiles, comme Orange, comme SFR, sur le sol américain. Il a commencé, mais peut-être demain sur le sol européen. Que ne fait-on aujourd'hui en Europe pour contrer cette avancée technologique et en tout cas pour se mettre à la page? Là aussi, on a encore 10 ans de retard. Et pourquoi Air France n'avait pas le choix? Pour des raisons, comme vous le disiez justement, de concurrence. Il n'y a pas de concurrence à Starlink. Vous savez qu'en comparaison, Starlink permet d'avoir un débit qui est 10 fois plus élevé pour un coût qui est moindre. Aujourd'hui, sur les avions Air France, vous avez, je crois, à peu près 4 opérateurs Wi-Fi qui fonctionnent pas très bien. Et donc, je vous confirme qu'on passe dans une autre dimension. On passe dans une autre dimension. Ah oui, les essais sont absolument mais sur le plan technologique, il n'y a que Starlink qui peut faire ça. Vous allez pouvoir travailler à bord, vous allez pouvoir regarder des films, et donc ça va devenir un méga argument, parce que quand vous n'êtes pas super bien assis, ou que les prix sont à 50 ou 100 euros, et que vous avez un vrai choix à faire, que vous êtes avec des enfants, etc. Non mais franchement, enfin je veux dire, on parle de l'industrie, on parle d'Air France quand même. Mais vous savez que cette thématique-là, c'est-à-dire que l'Europe en retard sur le plan technologique, demain en 2030, on va avoir la même chose sur les taxis autonomes. En 2030, on va pouvoir avoir en Europe les taxis autonomes. Est-ce qu'ils seront européens ? Il faut le souhaiter. Ils seront chinois, ils seront américains. Non, mais, il faut anticiper tous ces grands sujets. Non, mais en tous les cas, ce que vous nous dites, et ce consortium qui arrive malheureusement trop tard, j'ai envie de dire à Aurore Lalucq, travaillons sur ce consortium, faisons en sorte qu'il puisse avoir les moyens de concurrencer Starlink. Absolument. Et le jour où il sera en position de pouvoir le faire, là, effectivement, ils pourront demander un patriotisme européen. Et je pense que tout le monde sera d'accord, Thierry Pérez, avec cette idée-là. C'est pas vous qui allez contredire l'idée du patriotisme européen, j'imagine. Non, sûrement pas. Mais c'est un cas d'école, en fait. C'est un cas d'école d'échec de souveraineté européenne qui nous conduit à quoi ? Qui nous conduit à être les vassaux numériques des États-Unis et les vassaux industriels de la Chine. Pris entre ces deux feux, on n'avance pas. Alors effectivement, l'étonnement fin de cette députée est assez cocasse. En tout cas... pour le moins un peu irresponsable, parce que on sait très bien qu'on n'a pas avancé sur ces sujets. Et encore aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, encore aujourd'hui, il y a des sujets qui sont devant nous, sur lesquels on n'avance toujours pas. Voilà, on parlait effectivement de la voiture autonome, etc. On n'avance ni sur le plan technologique, ni sur le plan législatif. Voilà, donc tout ça démontre encore une fois, s'il en était besoin, que cette Europe que certains idolâtrent énormément ne fonctionne pas correctement. Voilà. En tous les cas, c'est qu'il faut la faire bouger de l'intérieur. Et je reviens, pardonnez-moi, sur cette histoire Starlink.
c'est qu'il faut absolument une clause de revoyure, une clause de réversibilité de ce dossier, parce qu'on va peut-être être capable à un moment ou un autre quand même de sortir un produit au moins équivalent, si ce n'est peut-être meilleur, et qu'à ce moment-là, Air France puisse repartir sur une base européenne. Oui, ça c'est une bonne idée, effectivement. Oui, non, mais de toute façon, les contrats, ils ne sont pas signés pour 50 ans. Et puis ça pose un problème quand même de gestion des données et de protection des données, parce que va faire Elon Musk avec toutes les données qui vont être recueilles? Elles vont sûrement servir de monnaie d'échange. Avec ce que l'on appelle le Cloud Act, c'est-à-dire la possibilité, je le précise pour nos auditeurs, il y a cette possibilité, cette capacité pour l'administration américaine d'aller chercher légalement nos données dès l'instant où on se promène sur des sites américains. Aussi, un gros sujet. Alors du coup, est-ce qu'on n'a pas raison de s'indigner ou de s'interroger quand même sur ce choix ? Alors on est avec un auditeur, mais Baptiste, allez-y. Non, mais je disais juste que du coup, est-ce qu'il n'y a pas raison de s'interroger ou de s'indigner sur ce choix ? Sur le principe, oui, il y a le principe et puis il y a la dimension. Mais la démarche d'Aurore Lalucq, moi c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma première intervention, c'est de dire que effectivement, on souffre en Europe qu'un certain nombre de thématiques soient abordées avec du volontarisme politique, mais qui ne se traduit pas par des actes politiques forts. Et c'est un problème. C'est un problème d'anticipation. Comment ? Bruno Millienne. Qui est député européen ? Pourquoi les députés européens ne se sont pas emparés de ces questions-là avant ? Pourquoi on découvre tout ça aujourd'hui ? Moi, je retourne la question à Aurore Lalucq. Voilà. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour redire, parce que là, si elle réécoute, elle va se sentir habillée pour l'hiver, mais je suis là jusqu'à la fin de la semaine. Elle vient quand elle veut dans ce studio, on fait un Zoom, on fait un téléphone, et voilà, et elle nous expliquera quel est son point de vue. Alors, je suis contraint par la publicité, mais je sais qu'il y a un auditeur qui nous interpelle. On reprend la discussion juste après la réclame. J'adore dire ce mot, la réclame. À tout de suite. Toute la famille Sud Radio, Jacques Cardoz. On reprend ce débat enflammé autour du choix d'Air France de choisir Starlink, parce que Starlink va équiper les avions grâce à un Wi-Fi extrêmement performant, et la réaction d'une députée européenne, Madame Aurore Lalucq, qui fait partie du mouvement de Monsieur Glucksmann, et qui nous dit que on aurait dû choisir un concurrent européen. Mais encore faut-il qu'il existe. On est justement avec un auditeur qui a voulu réagir sur ce sujet. Vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, quelle est votre réaction à vous ? Vous êtes plutôt Aurore Lalucq ou vous êtes plutôt Air France dans cette affaire ? Non, je trouve ridicule la réaction de cette députée européenne, puisque effectivement il n'y a pas de concurrence. Donc Air France, à partir du moment où Air France va offrir un Wi-Fi de qualité dans ses avions, ils n'ont pas le choix, il faut prendre Starlink. Et c'est toujours la même chose en Europe. On a beaucoup critiqué, on a beaucoup de critiques sur Amazon, mais pourquoi on l'a pas fait ? Pourquoi les Européens n'ont pas fait Amazon ? On critique Google, on aurait pu le faire d'ailleurs, parce que au départ c'est le web c'est une idée française, mais on l'a pas fait. Le problème, comme a dit votre invité, les États-Unis, nous sommes les vassaux des États-Unis pour le numérique et des Chinois pour la production. Oui, c'est normal, parce que l'Europe, elle est devenue une entité dont la seule occupation est de réglementer. Et la France, d'ailleurs, il prend toute sa part dans cette réglementation. Donc on peut pas tout faire. On peut pas dépenser toute son énergie administrative, toute sa puissance à réglementer, et en même temps, puisque ça ne va pas ensemble. Ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon, cette affaire. On va développer les outils du futur. Mais le problème, c'est que plus rien ne sert de leçon vis-à-vis de nos politiques français et européens. Ils constatent qu'ils sont pas plus idiots que nous, je suppose. J'en connais quand même pas mal. C'est plutôt des gens brillants. Ils font les mêmes constats que vous faites, que nous faisons. Bien sûr. Ils sont. On a l'impression qu'ils sont hébétés, qu'ils sont sidérés, qu'ils ne savent plus. Il faut pas désespérer. Mais il faut jamais désespérer. Il faut jamais désespérer, bien sûr. Mais on a quand même des grands succès. On a quand même des beaux succès comme Ariane, comme Airbus, comme Thales, comme Safran, Dassault. On a des grands succès. Mais on passe trop de temps à réglementer. On passe trop de temps à mettre en place des freins à notre industrie, et on n'investit pas assez dans la recherche.
recherche. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez le faire pour le prochain débat juste après 11h. On parlera des municipales et de la parité. Sur ce sujet, Bruno Millienne, sur l'affaire Air France, pour clore ce dossier, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on peut, vous qui connaissez bien ce dossier, est-ce qu'on peut redresser la barre? Est-ce que c'est envisageable et que faudrait-il faire? Tant qu'on n'aura pas en Europe construit l'équivalent de ce qu'a Starlink, il sera compliqué pour Air France de faire autrement, puisqu'en plus, le but d'Air France, dès 2026, c'est d'offrir aux propriétaires des cartes Flying Blue le Wi-Fi gratuit. Gratuit, oui, il faut le préciser, oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas sur certains avions américains. Voilà, qu'avec le système Starlink. Tant qu'on n'aura pas décidé d'une politique, mais ça commence à se faire. On a parlé de l'association Safran avec l'italien du consortium. Et ça, il faut accélérer. Il faut que l'Europe mette tous les moyens financiers possibles là-dessus, parce que la guerre économique de demain, elle se passera dans l'espace. Et elle a déjà commencé. Il faut vraiment accélérer au niveau de l'Europe pour qu'on soit à égalité avec les Américains. Merci. Allez, on passe au coup de cœur, coup de gueule, tout de suite. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Et on commence avec vous, Thierry Pérez. Quel est votre coup de cœur ou coup de gueule sur cette année 2025 ? Alors, si vous le permettez, je vais faire un 2 en 1, un coup de cœur, coup de gueule. Le coup de cœur, c'est la disparition de Brigitte Bardot, qui était quand même une femme qui a apporté beaucoup à la culture française, au rayonnement de notre pays. Au féminisme, à la liberté féminine, et puis bien sûr à la protection animale. Donc cette femme est partie. Elle laisse derrière elle un joli patrimoine immatériel qui est à souligner. Et mon coup de gueule, c'est de lire et de voir avec une navrance épouvantable tous ces rapaces de la bien-pensance, très souvent dans le camp de l'extrême gauche, qui ne respectent même pas la trêve du deuil et qui salissent la mémoire de Brigitte Bardot en racontant tout et n'importe quoi. À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt? On en parlait hier. Ces gens sont dangereux, et j'ai envie de leur dire à tous ces gens qui parlent, mais qu'ont-ils fait, eux, dans leur vie? Qu'ont-ils fait pour la protection animale, pour le rayonnement de la culture française, pour le vrai féminisme? Qu'ont-ils fait? Ils ont fait des plateaux médias, ils ont fait des tweets, voilà ce qu'ils ont fait de leur vie, et ils se permettent de distribuer les bons points et les mauvais points, alors que Brigitte Bardot n'est même pas encore enterrée. Je trouve ça d'une indécence, et finalement, tous ces gens-là d'extrême gauche, je les trouve excessivement dangereux. Voilà, ils sont dangereux pour notre pays, pour notre cohésion. Ces gens me font peur, et les Français doivent se rendre compte que ces gens sont vraiment, vraiment dangereux. En tous les cas, ce qui est très regrettable, et on le disait hier sur l'antenne de Sud Radio, c'est de ne pas faire la part des choses. Qu'on puisse ne pas partager les opinions politiques de Brigitte Bardot, c'est une chose, mais vouloir essentialiser et avoir des propos haineux et désagréables à l'endroit de cette femme et on a diffusé hier ce petit passage succulent d'une interview en 1973 où elle est en réalité visionnaire. Elle parle de l'avortement, enfin du droit des femmes à l'avortement, elle parle de l'écologie à un moment où personne n'en parle, et elle parle de la défense du droit des animaux, si je puis dire. Et aujourd'hui, des gens se permettent même d'écrire c'est bien, ça fera une électrice RN de moins. C'est quand même pas beau. C'est vraiment pas beau. La méchanceté n'a pas de limite. C'est vraiment ça. Thierry Pérez. Brice Sokol. Sur ce... Non, votre coup de cœur, pardon. Votre coup de cœur. Alors moi, ça rejoint le sujet industriel, en fait. Dans le budget qui n'est pas encore adopté, si je puis dire, il y a en stand-by. Il y a la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle. La CVAE. La CVAE, voilà. Elle est supprimée. La réforme déjà de 2021 avait allégé de 75% cette taxe. La CVAE, c'est 15 milliards d'euros par an, et c'est 10% des budgets de fonctionnement des collectivités locales. Ouais. Ça concerne essentiellement les grandes entreprises. Et donc, à un moment où on veut réindustrialiser le pays... C'est complètement lié à ce qu'on vient de dire. C'est lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quel va être demain l'intérêt d'une collectivité d'acquérir une industrie si vous n'y avez plus aucun avantage? Non mais franchement... privilégier une approche purement budgétaire
de l'industrie, je pense que c'est une absurdité. Il faut arrêter de toujours penser fiscalité. Une entreprise s'installe sur un territoire parce que vous avez un écosystème performant, parce que vous avez la qualité, vous avez un environnement local, vous avez des infrastructures. Mais je trouve que supprimer la CVAE, pour moi, c'est un mauvais signe donné à nos territoires, à nos collectivités et à l'industrie française. Rappelez-nous, quel est le manque à gagner C'est 15 milliards d'euros par an. Oui. C'est à peu près 10% des budgets de fonctionnement des collectivités locales. Alors ça a été... Et donc c'est de l'argent qu'il va falloir aller chercher ailleurs. En partie compensé par un reversement de TVA, mais qui n'est jamais... Vous discutez avec les collectivités locales, les élus locaux, ils vous disent mais jamais ça a été compensé. Voilà. Donc, et la part des entreprises dans la recette fiscale locale est passée en gros de 40% à 35%. Donc c'est quand même préoccupant pour nos territoires. Voilà. Sachant que dans le dernier ouvrage qu'on a écrit avec Frédéric Dabi, on a bien souligné que l'industrie française, en gros, elle est implantée essentiellement dans les villes de moins de 20 000 habitants. Pourquoi ? Quand vous perdez une industrie... C'est parce qu'il y a un choix stratégique derrière ça, ou c'est le foncier qui est moins cher ? Il y a des cultures industrielles, mais voilà, il y a l'idée aussi peut-être de faire renaître un territoire. Ouais. Il y a tout ça, il y a le patrimoine aussi industriel de nos territoires, mais essentiellement dans des collectivités moyennes, 20 000 habitants. 60% de l'industrie en France est dans les communes de 20 000 habitants. Donc dès que vous perdez une industrie, vous perdez des sous-traitants, vous perdez des gens qui vont pas être en capacité de retrouver un job derrière, qui ont 55 ans. Donc c'est un drame pour les territoires. Bien sûr. Enfin, l'industrie en France, c'est un peu on le dit souvent, c'est la blessure narcissique française. Voilà. Donc il faut au contraire accompagner cette industrie sur l'ensemble de nos territoires. Voilà, et il faut inciter les industriels à venir s'implanter dans nos territoires, notamment ruraux, périurbains. Je termine, et arrêter d'avoir une vision de l'aménagement du territoire qui ne passe que par les métropoles. La France, ce n'est pas que les métropoles. Oui. Ça, on le répète, on le répète suffisamment. Bruno Millienne, votre coup de cœur, votre coup de gueule, que sais-je ? Je vais faire deux en un aussi, si vous me le permettez. D'abord, un énorme coup de cœur pour nos entrepreneurs. Je le dis franchement, parce que si c'est aussi catastrophique qu'on pouvait le supposer, c'est grâce à eux, parce qu'ils ont tenu l'économie française. L'inflation est contenue, et plus que contenue, elle est pratiquement inexistante, on est en dessous de 1%, et nous avons la meilleure croissance, je crois, des pays européens, hors Portugal, il me semble. En tout cas, on a mieux résisté au choc que certains autres, même l'Allemagne. Donc ça, c'est le coup de cœur pour nos entrepreneurs, et il faut qu'on continue de les aider, de les supporter, c'est eux qui créent la richesse. Ça, c'est le premier point. Coup de gueule, vous vous en doutez, j'ai quitté l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis absolument catastrophé par le spectacle que nous livre l'Assemblée nationale depuis la dissolution. Les choses se sont aggravées, plus personne ne se parle, plus personne ne s'écoute, plus personne ne s'entend, plus personne ne travaille dans l'intérêt général des Français. Chacun travaille pour sa propre écurie, parce qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, municipales d'abord, puis présidentielles, et il y a des sénatoriales entre, mais ça ne compte pas. Mais chacun travaille pour sa propre écurie, il se fout complètement, mais alors complètement, de l'intérêt général et de ce que demandent les Français en particulier. Je vous prendrai qu'un exemple. Ça fait des lustres et des lustres que les Français demandent aux gouvernants et aux collectivités territoriales, et rendons hommage à Christelle Morancet qui l'a fait dans sa région, de regarder un petit peu l'efficience de leur politique publique et le déploiement sur leur territoire pour voir s'il n'y avait pas des choses soit économisées ou en tout cas à mieux organiser pour rendre les choses plus efficaces. Est-ce qu'on a commencé à le faire ? Non. Et on continue à s'écharper sur des sujets qui sont même plus des sujets du 21e siècle, qui sont des sujets du 20e siècle, écurie contre écurie. Ça n'intéresse plus les Français. Bon, et merci pour ce coup de cœur, coup de gueule, et on a aussi été en direct de votre vie privée, pardon, mais on a entendu le petit bébé derrière. C'est un petit bébé. Absolument, j'ai un chat qui parle. Voilà. Bon, très bien. Alors on poursuit, quatrième et dernier coup de cœur, coup de gueule avec Baptiste Ménard. Moi, c'est un coup de gueule que j'aurais aimé ne pas avoir à faire. C'est sur les féminicides. Au 26 décembre, nous dénombrions 161 victimes, donc de leurs conjoints, de leurs ex-conjoints. Les chiffres ne diminuent pas. Les associations font un travail vraiment remarquable et il faut vraiment les saluer, mais elles le font avec des moyens qui sont
en baisse, qui sont insuffisants, alors que la demande ne cesse de croître. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'était quand même la grande cause nationale qu'avait choisi le président Macron. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ça se transforme en un grand drame national. Il est urgent de débloquer les moyens financiers et humains pour la prévention, pour le soutien aux associations, pour faire exécuter les peines, pour éloigner les conjoints violents, pour former les policiers nationaux. Bref, il ne faut pas nous résigner, il faut agir et je crois qu'il y a vraiment urgence. Le message est passé. Merci Baptiste Ménard pour ce coup de gueule et ce vrai souhait pour l'année 2026. Évidemment, c'est une cause nationale, ça ne fait aucun doute. Voilà, on se retrouve juste après la réclame. On parlera des municipales et de cette grande difficulté qu'ont les maires à parfois composer et à appliquer la règle, la loi, parce qu'elle vient de changer. C'est la loi de la parité. À tout de suite, juste après la réclame. Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. On en arrive à cette problématique de la parité. Parité impossible, peut-être sur certaines listes municipales. Appelez-nous au 0826 300 300, vous avez la parole. Et en plus, on ne vous coupe pas la parole sur Sud Radio. Vous savez que la loi a changé en mai dernier. Plusieurs mesures nouvelles rentreront en application en mars prochain et dans toute la France. Il n'y aura plus de panachage possible entre les listes. La liste des courses, c'est terminé. Plus de possibilité de barrer des noms, donc. Et puis l'autre nouveauté, c'est la parité, y compris pour des villages de moins de 1000 habitants. Et parfois, c'est très très compliqué, voire impossible. Là aussi, je trouve que c'est symptomatique de ces directives, de ces oukases, pardon pour le terme, mais qui nous viennent des administrations et qui ne sont pas forcément applicables ou difficilement, parce que autant la volonté, personne ne peut contester la volonté, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de ça, tout le monde approuve la parité, c'est pas le sujet, mais comment vous faites si vous ne trouvez pas suffisamment de femmes candidates ? On va pas les obliger, on va pas aller les chercher chez elles. Enfin, c'est quand même dingue. Donc, écoutez, moi, ça m'interroge. J'aimerais bien savoir comment on résout tout ça. Et alors, on a de la chance parce qu'autour de la table, on a que des élus locaux. En tous les cas, des gens qui sont très très impliqués dans les territoires en France. Et on va faire un tour de table peut-être avec vous, Baptiste Ménard. Alors, bon, vous êtes dans le Nord, vous êtes dans une commune où j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes pour... C'est presque 22 000 habitants, donc on avait déjà les règles de parité, etc. Il y a aucun problème de ce point de vue-là, mais le département du Nord est le département le plus rural de France et nous avons beaucoup de communes, sur nos 647, sauf erreur de ma part, nous avons beaucoup de communes qui vont être impactées par cette nouvelle législation. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. En fait, à chaque fois, on s'inquiète et c'est légitime. Non, mais ça, on est parce qu'il y a un changement et on se dit, est-ce que les communes vont réussir à effectivement trouver le nombre de femmes candidates pour pouvoir respecter la loi, surtout que là maintenant c'est une condition, j'allais dire, couperée, c'est-à-dire que si votre liste n'est pas paritaire, elle n'est pas recevable. Exactement. Donc il n'y a pas d'administration de la ville, enfin plus exactement, elle passe sous la coupe d'un préfet. Absolument, dans l'attente de repouvoir convoquer des élections et permettre qu'effectivement cette parité soit effective. On a vu les mêmes craintes, si vous vous souvenez, quand on était passé pour les communes de moins de 3500 habitants à cette règle-là, et au final, ça s'est très bien passé et il n'y a pas eu de difficulté. D'autant que là, le législateur a prévu des adaptations puisqu'il permet jusqu'à moins 2 élus. Oui, ça c'est la proposition de l'AMF. Donc absolument. Ça, c'est quand même important et ça prend en compte justement cette contrainte-là. On explique pour les auditeurs, c'est une règle du plus 2, moins 2. Absolument. Vous savez qu'il y a des barèmes qui sont respectés en fonction de la population. Par exemple, vous avez 15 élus, on autorise une liste à 13 ou à 17. Voilà. Là aussi, c'est une souplesse qui a été donnée et qui est positive, qui évitera des élections municipales partielles lorsqu'on a le bon nombre. Attendez, parce que ce qui m'intéresse, vous dites que vous êtes dans un département et dans une région où il y a plein de petites communes. Oui. Évidemment, on se doute bien que dans votre ville de 22 000 habitants, vous n'allez pas avoir trop de problèmes. Non, surtout que notre tête de liste est une femme. Bon, très bien. Très bien, félicitations à elle. Mais dans les petites communes, vous êtes en contact avec les petites communes, puisque vous dites que vous êtes également conseiller, vous, politique
unique pour les communes. Ben, j'ai regardé, j'ai travaillé votre dossier. Je vois ça. Non, mais effectivement, donc moi j'ai été en contact avec beaucoup de maires ruraux. Je pense par exemple même au-delà de ma région, au maire de Chennevel, Cyril Sibert, qui m'a dit que effectivement l'association des maires ruraux accompagne vraiment les élus locaux sur cette dimension. Je sais que beaucoup d'élus locaux se forment aussi sur le nouveau mode de scrutin, sur ce qu'il implique, et surtout mais est-ce que vous avez des cas concrets dans votre département, dans votre région de problème? Mais non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas pour le moment, mais en même temps, nous sommes très en amont de la campagne des municipales. Les listes sont pas encore totalement constituées. On sera en ligne tout à l'heure avec un maire qui a un vrai problème. Ah ben, non, mais je veux bien le croire, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez aussi des aberrations. C'est-à-dire que vous avez des communes où il y a l'intégralité des élus qui sont des hommes, mais vous avez aussi des communes où l'intégralité des élus sont des femmes. Donc c'est quand même aussi objectivement un problème, parce que ça ne reflète pas. Le but aussi des équipes municipales, c'est de refléter la mosaïque des habitants d'une commune. Donc, Bruno Millienne, l'intention est louable. Personne ne peut remettre en cause cette intention qui a été votée. Mais est-ce qu'il fallait aller jusqu'à l'impossibilité de pouvoir administrer, de voter un budget, y compris pour des villes et des petits villages de 100, 200, 300 habitants? Alors Jacques, ça tombe bien ce sujet parce que c'est un sujet qui avait été porté par une députée de chez moi, une députée MoDem, Élodie Jacquier-Laforge, et je m'étais engueulé avec elle. Parce que moi j'habite une toute petite commune dans les Yvelines qui fait 650 habitants, et je peux vous dire qu'à l'heure où on parle, la parité, c'est pas le problème. Franchement, la parité, c'est pas le problème. Le problème le plus important, c'est le non-panachage des listes et le fait d'avoir minimum de listes, comme dans toutes les autres communes de France, pour des communes de moins de 1000 habitants, qui représentent quand même 70% des communes de France. Oui. 70% des communes de France ont moins de 1000 habitants. À l'heure où je vous parle, dans ma commune, personne ne sait quelles listes vont se présenter et s'il y aura assez de monde pour constituer 2 listes, qui plus est paritaire. Et je pense que la parité n'est pas un sujet. Dans ma commune, il y avait une liste unique avec un panachage, et on rayait des noms, la parité était respectée, il n'y avait aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas la parité qui est en cause. C'est le mode de scrutin sur les communes de moins de 1000 habitants qui va être très compliqué. Et je m'étonne que le Sénat ait voté ça. Oui. Bah, il l'a voté justement en amenant des aménagements, ce que j'ai évoqué. Mais ça ne suffira pas, mon cher monsieur. Je vous invite à la commune de Jumonville. On verra ce qui se passe au mois de mars. Mais je suis pratiquement convaincu qu'on va avoir du mal à avoir 2 listes, je vous le dis. Enfin, une liste déjà, puisque c'est pas... S'il y a une liste, évidemment, démocratiquement, c'est toujours mieux qu'il y en ait plusieurs, mais s'il y a une liste, c'est recevable. Non, les craintes que vous évoquez, cher monsieur, puisque c'est ainsi que vous me nommez, étaient les mêmes, encore une fois, je le redis, dans les communes de moins de 3500 habitants. Moi, j'habitais, avant d'habiter à Mont-Saint-Barreul, j'ai habité une petite commune rurale, Capelle-en-Pével, dans le Nord. Il y avait les mêmes craintes quand nous sommes passés à ce mode de scrutin. On s'était dit, mais on n'arrivera pas à avoir une liste, du coup, il n'y aura pas de deuxième liste, et tout ça, c'est réglé. Pourquoi? Parce que la réalité aussi, c'est qu'avant chaque élection, et je pense que vous allez pouvoir comment dirais-je, appuyer mon propos, parce que dans le livre que vous publiez avec Frédéric Dabi, vous l'évoquez, on dit toujours avant les municipales, attention, plus personne ne veut s'engager, on n'arrivera pas à faire les listes, et à chaque fois c'est démenti, parce que lorsqu'il s'agit de s'occuper de sa commune, de l'administrer, eh bien on trouve toujours des volontaires et des personnes investies. Il y a des freins qu'il faut aussi comprendre, parce que, par exemple, sur les femmes, là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Là-dessus, il y a beaucoup, par exemple, on sait que... Non, vous savez bien qu'il y a un désengagement. Je le sais, mais pourquoi aussi il faut s'interroger sur les dossiers. Il faut s'interroger sur les causes du désengagement. Il y a une crise d'évocation. On a évoqué la complexité administrative, on a évoqué les violences contre les élus, on a évoqué les difficultés, et là, pour le coup, je peux rejoindre Monsieur Millienne, quand on est dans une petite commune rurale, que nous n'avons pas l'ingénierie, que nous n'avons pas les moyens, que nous devons tout faire nous-mêmes, que le maire, il va tondre la pelouse, et ben effectivement, c'est plus compliqué que dans les autres communes. Et là-dessus, moi, je souhaite
qu'il y a eu une avancée sur l'adoption du statut de l'élu, mais il faut aller encore plus loin, parce que nous savons que dans les petites communes rurales, c'est parfois un sacerdoce. Et ça, je le reconnais. On va être en ligne tout de suite dans un instant avec un maire qui est directement confronté. Mais Brice Sokol, vous connaissez bien les territoires, vous travaillez dans les territoires. Comment vous voyez, vous, cette problématique ? Pour rebondir sur ce que disait monsieur Millienne, il y a 25 000 communes de moins de 1000 habitants en France. La vraie question, est-ce que c'est le sujet de la parité ou est-ce que c'est le sujet du regroupement des communes ? Franchement, oui. Non mais est-ce que ce serait pas un vrai sujet ? Moi, mon père est maire d'une commune. Les deux problèmes sont liés en réalité, parce que si effectivement il y a regroupement de communes, on peut estimer que c'est plus facile de respecter la parité. Exactement. Est-ce que le vrai débat, il n'est pas là aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas ? Est-ce qu'avoir 25 000 communes de moins de 1000 habitants dans ce pays, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est raisonnable du point de vue de la représentation ? Vous savez, les gens, ils veulent de l'efficacité. Ils veulent de l'efficacité. Mais vous savez, une commune qui a aujourd'hui 500-600 habitants, c'est un tout petit budget. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Bien sûr. C'est la communauté de communes qui prend la main. Aujourd'hui, sur les investissements de proximité, tout le monde le sait. Donc ça, pour moi, le vrai sujet, il est là. Deuxièmement, la défiance à l'égard des élus. On le souligne bien dans notre dernier ouvrage. C'est la défiance à l'égard des élus nationaux. Le spectacle qui est donné depuis la dissolution ratée d'Emmanuel Macron est catastrophique. Oui. Parce que le prisme de l'Assemblée nationale est catastrophique. Mais la confiance aujourd'hui, elle est au sein des élus locaux. Elle est dans la proximité. D'accord. On est en ligne avec le maire d'une petite commune qui, lui, est directement en proie à cette difficulté. Est-ce que vous avez déjà constitué votre liste, monsieur ? Est-ce que vous avez le nombre de femmes nécessaires pour constituer votre liste ? Oui, bonjour. Bonjour. Blot, maire délégué d'une petite commune des Ardennes, Belleville et Châtillon-sur-Bar. Voilà, donc moi je vais mener la prochaine liste aux élections municipales, étant donné qu'on parlait de désertification au niveau de la ruralité. Le maire ne se représente pas dans les communes adjacentes, les maires ne se représentent pas non plus. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'avais deux femmes au sein de notre dernier conseil municipal. Une troisième vient de rejoindre la liste, que je suis allé solliciter récemment. Donc nous, il faut 11 candidats au niveau de notre commune qui est composée de 300 habitants. Vous avez combien d'habitants exactement ? 300 habitants 312 aux dernières élections, il y avait 312 habitants pour 167 inscrits. Voilà. Alors on précise que vous êtes maire sans étiquette de Belleville et Châtillon-sur-Bar. Tout à fait. Et vous avez besoin de combien de femmes sur votre liste ? Alors, un minimum 5 personnes, 5 femmes. Voilà, actuellement, nous en avons que 3. On fait du porte-à-porte. Voilà, j'ai eu la chance, nous avons la chance, est-ce une chance que 4 conseillers se retirent de la prochaine liste pour pouvoir compléter le quota de femmes au sein de notre liste. Mais le problème reste entier. Laurent Lamblot, on va vous reprendre juste après la réclame parce que je suis contraint par l'horaire et on vous reprend tout de suite et on poursuit le débat parce que c'est passionnant. Vous avez un vrai problème concret. Que va-t-il se passer dans cette commune de Belleville et Châtillon-sur-Bar ? Le risque, c'est qu'il n'y ait pas du tout de conseil municipal. C'est ça le risque aujourd'hui avec cette loi. Donc on vous retrouve dans une seconde. Tout de suite la réclame. Débat de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Je pense que c'est Thierry Pérez, Brice Sokol, Bruno Millienne, Baptiste Ménard. On a une chance aujourd'hui, c'est qu'on a un plateau très territorial. Ils sont députés, ils sont anciens conseillers à Matignon, ils sont politologues, ils sont conseillers municipaux, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont dans leur territoire toute l'année et ils sont avec nous sur Sud Radio pour vous parler de cette problématique. Et vous nous appelez 0826 300 300. C'est une vraie problématique. Comment allons-nous faire dans certains villages pour respecter cette loi
tout à fait louable. Il ne s'agit pas de contester l'idée de la parité sur les listes électorales et en particulier sur les listes municipales. On est en ligne avec le maire des Ardennes qui, lui, a un problème concret. Vous étiez peut-être avec nous juste avant la publicité. Il est Laurent Lamblot, il est maire sans étiquette de Belleville et Châtillon-sur-Bar. Et à l'heure qu'il est, eh bien, il n'a pas il n'a pas le quota, si je puis dire. Pardon, j'aime pas tellement ces mots, mais voilà, il n'a pas suffisamment de femmes sur sa liste. Vous êtes avec nous, Laurent, vous avez exposé les problèmes. Qu'est-ce que, au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire un porte-à-porte? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous disent je réfléchis? Ça veut dire un porte-à-porte, ça veut dire faire du racolage, parce que je suis désolé. Aux dernières élections, nous avions fait une liste ouverte avec 12 candidats pour 11 places. Les gens avaient la possibilité de choisir. Voilà, c'est ça aussi les communes rurales, c'est la proximité aussi, c'est de pouvoir choisir aussi leurs candidats. Hein. Là, maintenant, on va partir sur une liste un minimum de 9, voire de 11 au mieux. On nous dit également au niveau de la loi qu'on peut monter jusque 13 candidats, mais tout en sachant que 11 seront réellement élus. Alors, est-ce que c'est pour faire aussi banquette qu'est-ce que ça veut dire de monter à 13 alors que 11 peuvent être élus seulement? Voilà, c'est bien compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous êtes déjà posé la question, peut-être que vous en avez déjà parlé avec le préfet ou avec des collègues. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrivez pas si vous ne réussissez pas à composer votre liste et à la déposer légalement? Eh ben, il y aura une délégation spéciale qui sera mise en place par le préfet afin d'organiser d'autres élections municipales. Et dans ce cas, la loi précise que eh bien il y aura cette délégation. Je crois qu'il y aura 2 ou 3 membres du conseil municipal ou de l'ex-conseil municipal qui seront chargés des affaires courantes, mais vous ne pourrez pas, par exemple, voter le budget. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce que ça un certain nombre d'investissements que vous aviez prévus dans votre commune, d'amélioration tout simplement de la vie de vos concitoyens? Ben, ça va tout bloquer. À partir du moment où il n'y a pas de budget, ça va tout bloquer. Et puis on ne va pas voter avant les élections municipales pour certains engagements de dépenses à 2 mois des élections. Là, on doit refaire sécuriser au niveau de nos communes la voirie parce que les voitures roulent à des vitesses excessives. Là, on a mis en stand-by. Oui, donc c'est aussi une question de sécurité, quoi. Le projet. On a une église qui va tomber si on ne fait rien. Il y a 3,5 millions de travaux pour maintenir cette église en état. Il y a des vrais problèmes qui se posent, c'est très concret. Donc ça va tout bloquer. Laurent Lamblot, vous restez avec nous, bien entendu. On fait un tour de table, on poursuit la discussion. Baptiste Ménard qui défend beaucoup cette idée, et encore une fois, elle est parfaitement louable. Qu'est-ce que Là, il y en a un problème concret. Alors, moi, je pense d'abord, monsieur le maire, bravo de ce travail de porte-à-porte, de proximité avec la population. Vous dites que vous avez 3 femmes, donc actuellement, qui sont d'accord pour figurer sur votre liste. Donc, normalement, avec la disposition telle qu'elle est prévue, puisque vous pouvez avoir une liste complète à 9, si vous trouvez encore une femme, vous avez déjà une liste qui permettra... mais tout à fait. 3, puisque c'est 4, donc c'est 9. Mais on peut redescendre à 9. Donc je pense que vous allez y arriver. En tout cas, j'ai confiance. Non, mais je comprends encore une fois que ça puisse bousculer. Je comprends que ça puisse perturber. Je comprends aussi que ça puisse inquiéter. Mais encore une fois, lorsque nous l'avons déjà fait dans les communes de moins de 3500 habitants, il n'y a eu aucun problème et ça s'est bien passé. Après, ce qui est vrai, et vous l'avez évoqué, c'est la difficulté parfois pour des élus engagés dans leur commune qui sont pour le coup obligés de laisser la place, que ce soit des hommes ou des femmes, pour respecter la parité. Tout à fait. Alors, Thierry Pérez, député Rassemblement National. Alors, déjà, moi je voudrais dire que le mandat de maire est à mes yeux le mandat le plus noble en France, parce que c'est le mandat le plus engageant. C'est un mandat de proximité. Le maire, il prend tout
tout lui arrive dessus. Hein. Ouais, la colère, les angoisses. Les problèmes de commerce, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de conflits de voisinage, les problèmes fonciers, etc. Bon. Donc je trouve que c'est vraiment le mandat le plus noble et c'est pas le mandat le plus valorisant, vous voulez dire valorisé. Et le plus regardé, je trouve, par l'État central. Bon, ça c'est un point. Alors évidemment, il est hors de question de remettre en cause la place des femmes et des hommes dans la politique. On est tous d'accord là-dessus. Cela dit, cette réforme, je pense qu'elle est un peu brutale, un peu trop rapide. On ne répare pas la crise des vocations, car il y a une crise des vocations au niveau des élus locaux. Donc on ne répare pas une crise des vocations avec une contrainte en plus, d'une part. Et là, je parle bien des communes parce que plus la commune est petite, plus c'est difficile de constituer une liste. C'est le sujet, c'est les moins de 1000 habitants. En ruralité, la démocratie, elle est vivante parce que on vote pour des personnes. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur le panachage, ou plutôt le non-panachage désormais. C'était un avantage important pour effectivement voter. Et c'est comme ça que la démocratie est vivante. Avant, on pouvait rayer. On pouvait rayer des noms, etc. Brice Sokol, pourquoi on a fait ça? Pour éviter les tripatouillages, Il tire au pigeon. Et je me demande, pardonnez-moi, j'aimerais juste finir mon propos. Tirez pas. Et je me demande si finalement la rapidité avec laquelle cette réforme était mise en place, si finalement le but inavoué, c'est pas un petit peu de favoriser les regroupements de communes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que c'est un peu la tendance générale. Et les habitants ne sont pas forcément... Vous voulez dire que c'est une façon de faire un constat que c'est pas possible, que peut-être il faudrait... Mieux, que ça nous permettrait de passer à l'étape d'après. Oui, mais dans beaucoup de petites communes, parce que c'est pas parce que le territoire est semblable géographiquement que les communes n'ont pas leur identité. Spécificité, absolument. Et parfois des querelles avec le village voisin, c'est ça le principe en général. Et les citoyens, ils tiennent à la spécificité de leur commune. Ils n'ont pas envie de changer de nom, ni de changer de gouvernance. Ils ont envie de rester ce qu'ils sont. Brice Sokol. Excusez-moi. Allez-y, Laurent. Ouais, ni augmenter le taux d'imposition parce que voilà, on parle de rapprochement de communes. C'était le sujet il y a quelques années. Tout le monde nous a fait la cour parce qu'on avait le taux d'imposition le moins élevé autour des communes environnantes et nous on ne voulait absolument pas partir avec d'autres communes qui avaient un taux d'endettement énorme. Nous on a la chance d'avoir des bois qui nous permettent de faire des investissements et d'avoir très peu d'emprunts. Voilà, c'est pas une solution pas une solution non plus de se rapprocher. Et ce serait une double peine. Ce serait une double peine pour vous administrer, parce qu'à la fois absorbé par les Comcom. C'est ça. Bah oui. Déjà beaucoup de compétences sont parties aux Comcom. Bah oui, les intercommunalités de toute façon, ça aussi c'est quelque chose de non avoué. L'intercommunalité a été pensée initialement pour pousser justement à la fusion des communes. Il y a eu des dispositifs tels que le dispositif commune nouvelle, mais on a bien vu que ça ne prenait pas, parce que là je peux vous rejoindre. Les Français sont attachés entre guillemets à leur clocher, à leur identité, à leur village et ne souhaitent pas forcément effectivement fusionner. Justement, or, si on constate demain que 2 ou 3 communes en proximité ne sont pas en capacité d'avoir une liste, et bien peut-être que le préfet amènera et poussera à effectivement la fusion. Laurent Lamblot, est-ce que à Belleville et Châtillon-sur-Bar, s'il devait y avoir un regroupement de communes, il y aurait une guerre entre villages? Enfin, j'emploie un terme peut-être un peu rude, mais ça créerait des tensions? Ben certainement, oui, certainement, parce que bon, là, sur la précédente mandature, on a essayé de créer une passerelle pour faire un chemin pédestre d'une commune voisine, d'une commune voisine, pour faire une passerelle qu'on finançait à 100%. Le maire et le conseil municipal de la commune voisine s'y est totalement opposé, alors que ça partait d'un bon sentiment, c'était que nos enfants qui sont sur, maintenant aussi au niveau des écoles, il y a des rapprochements, ce que vous nous racontez, c'est l'histoire des villages, c'est l'histoire des villages, forcément. C'est l'histoire des villages, et cette loi a été pondue à Paris sans aucune concertation, et je m'étonne même que l'association des maires de France ruraux
et voter pour cette loi. Et on parlait tout à l'heure de descendre le nombre de conseillers municipaux. Certes, on peut passer à 11, on peut passer de 11 à 9, mais néanmoins, on ne répond pas à la crise de l'engagement. On est encore en train de descendre le nombre de conseillers municipaux. Donc voilà, il y a des aberrations quand même qui se font au jour d'aujourd'hui. Et pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de la part de notre sous-préfet, étant donné qu'il vient de partir pour un autre poste en Corse. Hein. Il est parti au soleil. Il aura du travail. Mais d'ici à ce qu'on ait un autre sous-préfet, ça c'est notre affaire également au niveau de nos départements. Brice Sokol, justement, sur ce côté impact quand même dans le village, c'est une réalité. Les gens qui sont dans un village, ils sont attachés à l'histoire de leur village, et la problématique derrière, c'est de raviver peut-être des querelles, de rajouter de l'huile sur le feu, si je puis dire. Oui, enfin les Français sont très paradoxaux, si je peux me permettre. Nous sommes très paradoxaux. C'est-à-dire que on veut que le pouvoir se rapproche de la proximité. Aujourd'hui, c'est une certitude. Voilà, de nos communes. On veut que la décision soit au plus près des communes. C'est le sens de l'histoire. On voit bien depuis les lois décentralisation, même si on ne va pas peut-être jusqu'au bout, mais on va pas jusqu'au bout. Ça se fait quand même. C'est quand même le choix. Ouais. C'est un peu le choix de l'histoire. Et en même temps, les Français s'engagent de moins en moins. Donc c'est un paradoxe. Ils veulent un pouvoir de proximité, mais ils s'engagent de moins en moins. Certains maires nous disent aujourd'hui, moi, j'ai plus des citoyens, j'ai des consommateurs de services publics. C'est-à-dire qu'on consomme le service public, mais on veut plus s'engager pour la chose publique. Et ça, c'est une réalité, j'allais dire, c'est une véritable actualité. Ouais. Deuxièmement, le maire aujourd'hui, c'est l'acteur préféré des Français, l'acteur public préféré des Français. Le maire, c'est la proximité. Le maire est le chef d'entreprise, les deux. On pourra en reparler. Mais le maire aujourd'hui, il est pris en étau entre un État qui est de moins en moins présent et des citoyens de plus en plus exigeants. Et toute la difficulté des maires, et à 3 mois des élections municipales, c'est un enjeu, c'est comment on arrive aujourd'hui à exercer ce mandat avec un État défaillant sur le plan, alors sur les différentes thématiques, et des citoyens de plus en plus exigeants, légitimement. Et donc tout l'enjeu, il est là aujourd'hui. Ouais, l'enjeu de l'aménagement du territoire, le lien entre mairie et le lien entre communauté d'agglomération, communauté de communes, EPCI, il est là. Aujourd'hui, on s'est aperçu, par exemple, que la région est devenue une collectivité de proximité, ce qui n'était pas le cas. Quand Hollande a fait sa grande réforme, c'est des grandes régions, etc. Aujourd'hui, ce sont, de par leurs compétences, devenus des collectivités de proximité. La problématique est là et on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur Sud Radio, puisque les municipales, vous le savez, c'est dans 3 mois. C'est en mars 26. C'est vraiment dans pas très longtemps. Mais engagez-vous. Mais c'est un beau message parce qu'évidemment on nous écoute beaucoup dans les villages et c'est important de s'investir et de se sentir concerné par la vie. Un mot, Thierry Pérez, avant la réclame. Oui, le risque aussi, c'est effectivement avec cette contrainte, c'est d'avoir des gens qui acceptent de mettre leur nom. Notamment, je pense à des femmes, puisqu'il est plus difficile de trouver des femmes que des hommes. Les femmes acceptent de mettre leur nom sur une liste, sans être plus convaincus que ça. Et donc finalement, d'avoir aussi... qui serait là juste pour faire le nombre. Voilà, de se retrouver avec des conseillers municipaux qui finalement vont y aller reculons, en fait. On se retrouve dans un instant, tout de suite la réclame. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. J'ai un sacré défi pour votre lessive extra en promo. Ah, c'est quoi? La nappe du réveillon. Un peu de foie gras, du jus de dinde, et du chocolat. Rien ne vous résistera avec moins 40% sur le lot de 3 lessives liquides extra total, soit 120 lavages à 12,59 € jusqu'au 10 janvier pendant l'opération spéciale blanc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,33 € le litre. Irritant, produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Tarascon 95.2. Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Que s'est-il passé pendant la publicité? Eh bien, figurez-vous qu'on a poursuivi la discussion entre nous et on s'est dit, mais très concrètement, si les femmes n'ont pas envie, et puis on va se mettre un peu à la place des femmes. Malheureusement, il n'y a pas de femmes autour de ce plateau, mais on en connaît tous et on se met à leur place et on se dit, Thierry Pérez, vous nous disiez, mais il y a des femmes qui se sentent peut-être
pas légitimes ou qui n'osent pas, qui n'ont pas l'organisation dans leur vie quotidienne. J'imagine que c'est ce à quoi vous êtes confrontés aussi dans votre circonscription. Bien sûr, parce que effectivement, alors ça demande un certain nombre de compétences, de connaissances. Après, on apprend aussi sur le terrain. Quand on est conseiller municipal, on apprend sur le tas. Mais effectivement, il peut y avoir, et notamment des femmes, qui se disent j'ai pas suffisamment de temps à cause de, enfin pas à cause, mais du fait de mes enfants ou de mon travail, etc. Donc il ne faut pas non plus qu'on en arrive à ce qu'une femme dise ok, j'accepte d'être sur la liste, je mets mon nom sur la liste, mais je vous préviens, comptez pas trop sur moi, parce que c'est pas le but de la démocratie. Non, mais en plus on a besoin de conseillers municipaux et les maires, connaissent leur dossier. Exactement, et l'exécutif à la mairie a besoin d'avoir des gens qui sont capables de fournir, de produire, parce que les mairies n'ont pas les moyens d'avoir des services importants, donc il faut un peu tout faire. Hein. Il faut faire de l'urbanisme, il faut faire de l'écologie, il faut faire. Il y a toute la partie on représente le maire. On représente le maire. On engage la responsabilité du maire. Donc il faut aussi s'y connaître. Donc ça peut être l'effet de bord. Brice Sokol. Oui, moi je suis au départ je doutais sur cette loi, sur des lois sur la parité. Et finalement ça a renouvelé le personnel politique. Mais pour revenir à ce que vous disiez, moi j'ai eu 2-3 cas de femmes que je connais bien, qui sont aujourd'hui conseillères municipales, qui au départ disaient moi j'ai un sentiment d'illégitimité. Ouais. Parce que la politique je connais pas, parce que je suis une femme, et donc je leur dis mais allez-y quoi, engagez-vous et c'est pas parce que il faut vous êtes vraiment une femme, avoir ce message en disant mais même si vous ne connaissez pas forcément très très bien le dossier, vous allez l'apprendre. C'est faisable. C'est faisable. Il y a quand même une réalité dans le rural, c'est que dans le rural ça a été vraiment pendant très très longtemps dominé par des hommes. Oui. Non, mais la volonté, elle est franchement super. C'est une réalité. Issue du monde agricole, etc. Exactement. Donc c'est encore plus difficile pour une femme de se dire j'ai la légitimité moi aussi de venir m'exprimer sur les sujets de ma collectivité. Et cette loi permet un peu de briser ce plafond de verre. Elle est incitative, ça, de ce point de vue-là, elle est incitative, c'est bien. Bruno Millienne, vous y êtes opposé à cette loi. Enfin, vous nous disiez que c'était plus le panachage finalement que la parité pour vous, mais est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là, c'est-à-dire des femmes qui vous disent oui mais attendez, moi je suis seul avec mes enfants, ou bien je rentre du travail, il est telle heure, faut que je me plonge dans un dossier, moi j'ai pas le temps, etc. C'est ça aussi la réalité des villages. Là, vous touchez le fond du problème. Parce que si on veut que les choses fonctionnent et que les gens s'engagent beaucoup plus avant, il faut qu'ils aient plus de temps pour préparer les dossiers. Le complexe d'illégitimité, j'entends que les femmes disent ça, mais elles n'ont pas à le dire. Quand on a tous fait notre premier mandat municipal, excusez-moi, moi j'étais pas plus fier que ça. Hein. Bien sûr. J'étais en chargé de transport, j'y connaissais strictement rien au transport scolaire, donc il faut se former, y aller et apprendre sur le tas. Ça demande énormément d'investissement, énormément de temps si vous voulez le faire bien. Donc il faut rassurer les femmes là-dessus et il faut que les équipes municipales, le maire et ses adjoints, tout le moins, même dans les petites communes, soient charitables avec ces gens sur leur premier mandat et leur donnent les dossiers suffisamment longtemps à l'avance pour qu'ils puissent les étudier, qu'ils n'arrivent pas en conseil municipal juste pour découvrir les dossiers dont on va débattre, auxquels ils ne comprennent rien. Parce que malheureusement, dans de petites communes, et pas que des petites communes, ça arrive. Soyons plus démocrates dans notre façon de présenter les dossiers à nos citoyens et même à notre conseil municipal. Et pour terminer sur le panachage, j'entends bien que effectivement une liste suffit, mais vous allez voir dans beaucoup de petits villages, et là je parle des petits villages de moins de 700 habitants, gros, moins de 1000 si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, je crois que le maire que vous avez interrogé l'a dit, tout le monde se connaît. Oui. Le panachage avait cet avantage qu'on avait plus de noms que ce dont on avait besoin pour constituer l'équipe municipale. Et finalement, la plupart du temps, les noms qui étaient retenus étaient ceux qui étaient choisis par l'ensemble de la population. Là, vous n'aurez plus qu'une liste constituée par quelqu'un qui veut y aller, qui a le mérite de vouloir y aller, mais dont très certainement les noms qu'il aura choisis ne recueilleront pas l'assentiment de tout le monde. Merci pour ce témoignage. Vous avez raison tous autour de cette table. Il faut inciter les femmes. Il faut leur dire, vous pensez juste. Nous, on a un côté un peu testostérone et on se dit, non, mais moi je vais y aller, je vais apprendre, etc. Mais non. Vous avez autant de capacité, si ce n'est plus que nous. Souvent plus. Elles sont très organisées. Enfin bon, voilà. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais non, il faut inciter les femmes à s'emparer des dossiers et à faire
faire en sorte effectivement qu'on puisse réussir à cette parité et effectivement respecter la loi. J'en profite pour remercier Laurent Lamblot, le maire sans étiquette de Belleville et Châtillon-sur-Bar, qui était avec nous, et on lui souhaite évidemment de trouver les 2 femmes qui lui manquent pour constituer cette fameuse liste pour la municipale de 2026 de mars prochain. Allez, on passe à notre dernier sujet. Il est 11h40 sur Sud Radio. Vous restez avec nous. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Figurez-vous que c'est le seul métier que l'intelligence artificielle ne remplacera pas. Et oui. Alors on a choisi de vous parler des indices du fisc. C'est pas un métier, hein. Effectivement, c'est pas un métier, on est bien d'accord. Et il s'agit d'une pratique légale qui consiste à balancer quelqu'un qui ne payerait pas justement ses impôts. Pardon pour le terme balance, mais ça fait forcément quand même référence à cela. Ça existe depuis 2016, sauf que en 2016, ça avait été institué à titre d'essai. Et puis ça a porté ses fruits. En 2020, le gouvernement a décidé de généraliser la pratique à tous les contribuables. Et puis là, l'actu, c'est quoi ? C'est que on vient d'apprendre par Bercy que ça marche très bien. Alors, fallait-il en arriver là ? Évidemment, c'est une délation encouragée. Vous allez tous me dire oui, il fallait en arriver là puisque ça marche. Mais est-ce que c'est pas un peu gênant quand même d'avoir ce côté quelqu'un me regarde et peut-être que je peux être dénoncé par mon employé, peut-être que je peux être dénoncé par mon voisin, par un ami, par quelqu'un de la famille, parce que dans le principe, en fait, les aviseurs fiscaux vont toucher jusqu'à 15% des sommes et évidemment, parfois ce sont des sommes très importantes qui sont recouvrées par les impôts et du coup, voilà. Moi je suis un petit peu gêné par cette pratique. Brice Sokol, vous en pensez quoi vous, c'est vous qui attaquez parce que je me dis, chef d'entreprise, vous pourriez être confronté à ça. Je dis pas que vous payez pas vos impôts. Attention, il est là. C'est un dispositif qui a été expérimenté en 2017, qui a été pérennisé en 2023 par une députée socialiste qui s'appelle Christine Pires-Beaume. Et en fait, il y a eu un rapport gouvernemental, en effet, récemment, qui montre que ce type de dispositif a permis de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Oui, les sommes, vous les avez ? Elles sont assez bonnes, hein, je crois. Il y a, alors jusqu'en 2022 ou sur l'année 2022, 110 millions avaient été recouvrés. J'ai pas les sommes de l'année 2025 parce qu'il y a eu une sorte de rapport d'étape. Mais compte tenu du nombre d'aviseurs, il y avait que 6 aviseurs en 2022 pour 110 millions recouvrés. C'est intéressant parce qu'on parle d'aviseurs. Moi j'aime bien la sémantique. On parle pas d'indice. Vous préférez qu'on dise balance ? On parle pas d'indice, on parle pas de délateur, mais on parle d'aviseur. Délateur, c'est encore pire. Mais moi ce qui me choque en fait, c'est derrière l'aviseur peut recevoir jusqu'à, vous l'avez dit, 1 million d'euros par dossier en théorie et jusqu'à 15% des droits recouvrés. Moi, quand on connaît l'histoire de notre pays, et l'histoire politique, l'histoire des années 40, on se souvient, moi personnellement, ça me gêne. Ça me gêne sur le plan éthique. Le plan éthique et moral. Éthique et moral. Il y a un très bel ouvrage qui s'appelle Ignominie ordinaire du délateur parisien, qui a été écrit par un historien très connu qui s'appelle Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a montré les mécanismes pendant la Seconde Guerre mondiale de dénonciation des Juifs de France et les raisons de la dénonciation. C'est un ouvrage très intéressant et qui montre qu'en fait, si vous voulez, la délation s'intensifie à partir de 1942 et atteint son paroxysme en 1944. Et parce que une note, notamment allemande, instaure des primes suffisamment attractives pour les délateurs. Et moi, ça fait partie de l'histoire de France, malheureusement. Et cette notion d'aviseur, voilà, moi me gêne profondément, philosophiquement, moralement, compte tenu de l'histoire de notre pays. J'ai très envie de poser la question à Bruno Millienne, mais je suis contraint par la publicité, la réclame. Donc on se retrouve dans vraiment pas longtemps, c'est 1 minute ou 2, et tout de suite on aura la réaction de Bruno Millienne et de nos débatteurs. À tout de suite. Toute l'heure, Jacques Cardoz.
Oui, on le promet à cet auditeur qui nous dit sur Sud Radio, mais continuez comme ça, mais absolument on continue, on n'a pas de langue de bois, c'est parler vrai, vous connaissez la formule sur Sud Radio, on parle de ces aviseurs fiscaux, on est tous d'accord autour de la table pour dire que aviseur c'est le mot pudique, inventé par un cabinet de communication qui a bien fait son travail, qui a sans doute été bien rémunéré, mais aviseurs fiscaux, comme le disait à l'instant Brice Sokol, malheureusement, vous aviez quel terme en tête ? Vous aviez balance ? Non, j'avais délateur, ou indique. La police judiciaire utilise le mot d'indique. Voilà, c'est ça. Alors, Bruno Millienne, vous vouliez réagir également ? Ouais, moi je suis choqué par ça, parce que vous voyez bien dès l'instant où on rémunère ce genre d'actes. Alors des collaborations avec le fisc, il y en a toujours eu. Il y a toujours des gens qui ont dénoncé leurs voisins, ça existe. Mais là c'est institutionnalisé, c'est le problème. Encouragé. Vous pouvez devenir aviseur si vous amenez des preuves significatives de détournement de fonds supérieurs à 100 000 euros, d'accord ? Oui. Et c'était, au moment où ça a été voté sur proposition de Mme Pires-Beaune, c'était destiné évidemment, aux grands fraudeurs internationaux, aux grandes fraudes internationales. Et maintenant, ça s'étend à tout le monde. On est quand même un peu surpris parce qu'une fraude internationale, moi, pardon de vous couper, mais j'ai envie de dire, une fraude internationale, j'espère que les services de police sont capables et sont susceptibles de pouvoir les détecter. Mais Jacques Cardoz, des fois, ça va plus vite d'être dénoncé par quelqu'un de son entourage que le temps que l'enquête se fasse, traque fin, tout là-dessus. Bien sûr. Mais résultat des courses, on est passé, un petit chiffre quand même, de 27 aviseurs en 2017 à 102 en 2021. Je n'ai pas de chiffre 102. Oui, mais c'est le chiffre le plus récent, oui. Merci. Voilà, absolument, j'ai pas de chiffre plus récent. Mais moi, ça me choque. Enfin, franchement, dénoncer son voisin. On est déjà dans un monde hyper individualiste, hyper jaloux de tout, du voisin, de ce qu'il a comme bagnole, etc. Enfin, on va vivre dans un monde infernal. Et à ce moment-là, les services de l'État n'ont qu'à faire le boulot à la place des aviseurs. Je suis persuadé que dans les couloirs de Bercy, il y a des gens qui pourraient trouver du boulot utile et faire ce boulot-là plutôt que de payer des gens à le faire et qui sont des contribuables comme vous et moi. La notion que vous soulevez, elle est très intéressante. On ne peut pas à la fois parler de cohésion nationale, de solidarité et en même temps encourager ça. Enfin, je crois. En tous les cas, moi, c'est dans tout ce que vous dites là, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Thierry Pérez, vous êtes député Rassemblement National et pendant la publicité, puisque la discussion ne s'arrête jamais sur Sud Radio, vous disiez il y a aussi on se substitue à l'État d'une certaine façon en faisant ça. En fait, c'est le signe d'un État faible, alors que l'État devrait être fort, notamment sur ces sujets-là. Et on ne peut pas ériger la délation en politique publique. On ne peut pas en faire une politique publique. Enfin, ça n'est pas possible. Et puis, il y a d'autres aspects. Il y a aussi toute la partie fraude sociale. Et je rappelle que nous, au Rassemblement National, nous avons vous êtes plutôt un volet programmatique très important pour lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale, qui représente des milliards et des milliards. Et d'ailleurs, au passage, le gouvernement actuel n'a toujours pas visiblement décidé de s'y attaquer. Bon, c'est un détail. Enfin, c'est un détail. On a obtenu cette année on a recouvré plus cette année que les années précédentes. Oui, comme ça commence. Mais cette notion de délation, moi je trouve ça potentiellement dangereux. Ça peut créer des vocations de gens qui peuvent en faire un métier, en se disant je vais traquer, des gens qui vont s'improviser, détectives privés pour essayer de traquer. Enfin, ça peut conduire. Et puis, on peut aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui dénonce et que la personne se retrouve effectivement avec un redressement fiscal élevé et qui apprend qui est son dénonciateur ou son délateur, on ne sait pas ce que ça peut donner. Une balle est vite partie quand même. Tout ça peut créer quand même, je trouve, des situations assez... et c'est encore une fois, c'est le rôle de l'État. C'est à l'État de faire ça, c'est aux fonctionnaires de Bercy de mettre les moyens. Si ça rapporte de l'argent, mettons les moyens en face, il y aura un retour sur investissement. Mais n'érigeons pas ça en système politique, de politique publique. Et vous soulevez la question effectivement des mesures de rétorsion à l'égard de celui qui aurait dénoncé. Alors je crois qu'ils sont anonymes, c'est-à-dire que ça fonctionne sur le même principe que les balances criminelles, si je puis dire, dans les affaires criminelles et dans les affaires mafieuses. Il y a une protection. Mais oui, vous avez raison. Et puis, ne serait-ce que, et puis le fait même qu'il y ait suspicion.
Le fait même qu'il y ait suspicion et que la personne commence à se ronger les freins en se disant qui m'a dénoncé, qui m'a balancé. À tous les coups, c'est lui, parce qu'il m'a posé des questions un peu bizarres. On le disait, c'est pas une bonne façon de créer de la cohésion, Baptiste Ménard. Très honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur ce sujet. Non, mais ça peut arriver. Non, mais je préfère être honnête plutôt que voilà. À la fois, j'ai entendu ce que vous avez dit sur les rentrées fiscales qui étaient quand même sensibles. Enfin, 110 millions d'euros, c'est pas rien. Et en même temps, moi, même si la formule est un peu malheureuse, mais en même temps, je pense que c'est quand même la mission de l'État et des services de l'État. Et donc, je trouve que le fait de l'institutionnaliser, ou en tout cas de le renforcer, ou de dire que ça a tellement bien fonctionné que c'est comme ça qu'on va faire à l'avenir, ça donne quand même le sentiment d'un État qui se repose sur ses citoyens pour assumer des missions régaliennes. Oui. Et donc, moi, je pose quand même la question du volontarisme politique de lutter contre la fraude fiscale avec des dispositifs qui peuvent exister. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'Assemblée nationale, bon, jusqu'en 2027, ça paraît peut-être un peu compromis. Oui, mais enfin, on a des outils. Parce qu'il peut y avoir, il peut y avoir des idées transpartisanes. Le pays n'est pas là non plus. Enfin bon, soyons très honnêtes aussi sur des sujets comme celui-là. Non, mais il n'y a pas forcément besoin de créer de nouvelles lois. Enfin, je veux dire aussi, il y a des services. Parfois, Bruno Millienne le disait à l'instant. Bercy est doté quand même d'un certain nombre de gens qui savent faire. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Bruno Millienne. On doit pouvoir faire. Il y a tout ce qu'il faut. On manque simplement d'agents d'État pour aller faire les enquêtes et pour que les enquêtes soient faites rapidement. Alors, je veux bien entendre que ces aviseurs sont des accélérateurs finalement d'enquête, parce que quand même, la Direction nationale des impôts vérifie quand même les informations qu'on il y a contre-enquête, on l'a pas dit, mais il y a absolument contre-enquête, évidemment. On vérifie s'il y a une vraie suspicion, on passe la main finalement aux agents de l'État. C'est un accélérateur de procédure. Mais même comme ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, il faut préciser, vous avez raison de le dire, qu'il y a contre-enquête et que dans la moitié des signalements, 50% des signalements n'ont rien donné. Soit parce que, en fait, les éléments qui étaient donnés étaient déjà connus de l'administration fiscale, soit parce que l'enquête elle-même n'a rien donné, soit parce que peut-être que les montants n'étaient pas exactement ceux annoncés. Bref, il y a la moitié des signalements se casse la figure tout seul, mais bon, la pratique, elle va continuer. Hein. C'est certain. Moi, ce qui me gêne encore plus, c'est cette notion de rémunération. Vous savez qu'à l'échelle de l'Union européenne, on est le seul pays. Alors, je parle de l'Union européenne, parce qu'il y a la France et l'Angleterre qui n'est plus dans l'Union européenne, mais nous sommes le seul pays à rémunérer les aviseurs. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ne rémunèrent pas les aviseurs. D'accord. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Voilà. La rémunération, c'est-à-dire que on a les shérifs et les chasseurs de primes. Je vais résumer. Voilà, les shérifs officiels, vous avez Bercy et vous avez les chasseurs de primes. Enfin, on peut pas. Enfin, l'arsenal fiscal ne peut pas avoir en son sein ou à côté des chasseurs de primes. Oui, c'est une pratique démocratique. C'est une pratique qui fait un peu penser aux pratiques américaines, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a un côté name and shame, c'est-à-dire voilà, on nomme et puis ensuite la justice fera le reste, mais c'est basé quand même sur la délation. Bruno Millienne. Oui, vous voyez bien quand ça a été créé aussi pour dénoncer des pratiques d'optimisation fiscale, voire de détournement fiscal des grandes multinationales. Ça n'a pas été à l'époque créé pour que ça s'applique à tout un chacun. Alors maintenant, on en vient effectivement à des trucs. Vous vous rendez compte, 100 000 euros. Alors moi, je les ai pas, mais 100 000 euros, c'est pas non plus le bout du monde à atteindre et à partir de 100 000 euros, d'une suspicion de 100 000 euros de détournement, vous avez quelqu'un qui appelle l'administration fiscale qui dit mon voisin, voilà. Je vous prends un exemple idiot, hein, vous partez en week-end, vous avez gagné un petit peu d'argent, vous partez en week-end avec une belle voiture que vous louez. Là, votre voisin peut s'imaginer que vous avez gagné au loto, vous avez sauvé une grande somme, ou vous avez masqué de l'argent, et pof, hop, vous êtes dénoncé. Pour rien. Et c'est des emmerdements derrière, hein, parce qu'il y a enquête. Hein. C'est des emmerdements derrière. Oui, il y a enquête, et puis, encore une fois, on en parlait, c'est pas le meilleur exemple qui puisse être donné pour le vivre ensemble. J'aime pas tellement ce terme, mais bon, c'est dans les querelles de voisinage, on peut l'imaginer aussi, même si là, vous l'avez
l'avez souligné, c'est très vrai. Évidemment que ce dispositif s'adresse aux grosses fortunes, à ceux qui payent beaucoup d'impôts, et qu'il y a une volonté qui est tout à fait louable. On a un problème en France pour aller recouvrer la fraude fiscale. On a d'autres problèmes en matière fiscale aussi, puisque on n'arrive pas à aller chercher l'argent qui est dû parfois, voilà, par pas forcément que les riches non plus, mais ce dispositif, il est... Je suis assez d'accord avec vous. Il y a quelque chose de gênant. Je vous en prie, allez-y. Juste me permettre une dernière intervention. Mais en revanche, ce système-là, pour aller chercher, par exemple, l'argent sale de la drogue, oui, sûrement qu'on s'en sert et on peut s'en servir de manière, pour le coup, assez éthique. Mais voilà, c'est ce que disait Bruno Sokol, le fait que ce soit rémunéré, enfin, franchement, c'est excessivement choquant. Ça pousse des gens à dénoncer d'autres sans savoir exactement l'état de leur patrimoine et l'état de leur fraude ou pas d'ailleurs. Je suis assez d'accord effectivement avec vous et avec ce que disait Brice Sokol. Si on devait faire la même chose que les voisins européens qui eux ont choisi ce même système mais sans rémunération, du coup je pense que les choses sont très très différentes. Déjà moralement ça change un petit peu les choses. Thierry Pérez. Oui, mais je pense qu'en même temps ce sujet est l'occasion de remettre bien sur le tapis la nécessité absolue de lutter contre les fraudes fiscales et sociales, mais encore une fois avec les moyens et les services de l'État, parce que la fraude sociale aujourd'hui en France c'est quasiment 15 milliards. Hein. C'est colossal, donc là aussi, et c'est de l'argent des Français. Là, vous parlez de la fraude sociale. Ouais. C'est de l'argent des Français. C'est de l'argent qui ne rentre pas ou qui sort indûment, mais c'est de l'argent public. Et ne jamais oublier que l'argent public, c'est à la base de l'argent privé. C'est-à-dire que ça sort des poches des entreprises, des particuliers, des contribuables. Donc c'est, pour moi, ça me paraît. Mais la solution de rémunérer, là, je crois qu'on est tous à peu près tous d'accord là-dessus, de rémunérer des aviseurs. Me semble être un nouveau métier très curieux. Oui, suspect. Bon, écoutez, je voulais vous remercier tous. On arrive au bout de ces 2 heures. On a rendez-vous juste après avec 2 invités, 2 Zoom Actu. On reviendra sur le dispositif qui a été mis en place pour la nuit du réveillon et du 31 décembre. Malheureusement, ça fait partie de ces rengaines dont on parle chaque année. On espère que le dispositif sera suffisant. Il y a des décisions qui ont été prises, peut-être moins de feux d'artifice cette année que les années précédentes. Il faut en passer par là. Bah oui, ça évite des rassemblements. Ça évite aussi trop de travail pour les policiers qui vont évidemment encore être mis à contribution. On sait que Laurent Nunez s'est exprimé sur le sujet hier et nous tout à l'heure on aura la réaction d'un des syndicats de police qui nous dira ce qu'il en pense. Merci à Thierry Pérez, donc député Rassemblement National et membre de la commission d'enquête TikTok. Hein. Vous étiez, on aurait pu en parler. Ah mais avec grand plaisir, je reviens quand vous voulez pour parler de tout ça. Brice Sokol qui travaille beaucoup sur les territoires, chef d'entreprise, qui a beaucoup travaillé avec différents ministères, logement, emploi, cohésion sociale. Bruno Millienne, merci. Et puis Bruno Millienne, je le disais tout à l'heure, ancien conseiller relations presse à Avignon, ancien député MoDem des Yvelines et qui fut également porte-parole de ce même parti. Et Baptiste Ménard, alors vous allez directement être confronté sans doute au municipal pour 2026, puisqu'on l'a bien compris, vous êtes adjoint au numérique à la mairie de Mont-Saint-Barreuil, c'est ça ? Et la démocratie participative. Ouais. Et j'ai vu également que vous étiez président d'une association, d'un think tank effectivement qui souhaite un peu remuscler les positions à gauche sur les sujets régaliens. On en manque cruellement et c'est aussi être de gauche que de s'y intéresser. Il y a du travail, si je puis me permettre. C'est pour ça qu'on est là. Et, très bien, merci à vous tous. Il est 11h59, la publicité, les infos à suivre et puis on se retrouve tout de suite. Sud Radio.